Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième webinaire consacré au décret tertiaire. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Vianney Raskin de la société Citron qui se présentera tout à l'heure, qui nous fait l'honneur de nous accompagner pour vous amener de l'information, les dernières actualités sur ce décret tertiaire et pour répondre aujourd'hui à vos questions, puisque nous avons décidé de faire ce webinaire de manière très pratico-pratique et d'aller dans le vif du sujet. Avant de rentrer, on va dans le webinaire, on va faire un rapide petit sondage. Je voudrais savoir si aujourd'hui vous avez déjà regardé si vous étiez ou pas concerné par ce décret tertiaire. Si vous pouvez répondre, je vous laisse quelques secondes. Allez, on en est à 78%. « 86. Allez, je clôture, je laisse encore 10 secondes. Ok, merci. Donc voici les résultats du sondage. Donc la plupart d'entre vous qui sont là aujourd'hui, bon, ce qui est, je dirais, normal. Donc vous êtes déjà 77% à avoir déjà vérifié que votre structure elle était concernée ou pas par le décret tertiaire. Merci de nous donner cette information qui nous est fort utile. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Vianney qui va se présenter et qui va nous donner donc les dernières nouvelles du décret tertiaire, parce qu'il y en a eu depuis notre dernier webinaire et il y en a eu des très importantes. Vianney, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre accueil aujourd'hui. Alors, je m'appelle Vianney Raskin, je suis le fondateur de Citron, qui est une société spécialisée en efficacité énergétique qui accompagne depuis maintenant un peu plus de 10 ans les grandes entreprises, les collectivités territoriales et les bailleurs, les foncières dans l'accélération de leur transition énergétique. Donc, vous imaginez bien une nouvelle réglementation comme le décret tertiaire, on n'aurait même pas imaginé ou osé la demander. Et aujourd'hui, elle participe beaucoup au développement de la société puisque pardon, notre métier, c'est à la fois de proposer ce qu'on appelle des experts en transition énergétique, donc c'est des ingénieurs conseils, des energy managers qui accompagnent les entreprises dans la diminution de leur consommation énergétique, ou les parcs immobiliers plutôt au sens large, dans la diminution de leur consommation énergétique, donc en faisant des audits ou en faisant de l'accompagnement, du suivi. Et puis c'est aussi depuis maintenant 5 ans de proposer une solution qui s'appelle ce qu'on appelle un Energy Management System. Donc, en fait, une solution de management des consommations énergétiques logicielle accessible via une plateforme web, donc via un navigateur Internet. Et en fait, cette plateforme, elle va collecter automatiquement toutes les données liées à l'énergie d'un patrimoine. Donc, évidemment, vos consommations, mais pas que, des données, par exemple, météorologiques, des données de patrimoine, vos surfaces, l'âge des bâtiments, etc., les indicateurs d'intensité d'usage, pour pouvoir vous proposer des outils d'analyse, des tableaux de bord et des préconisations en termes de performance énergétique. Donc, en fait, ce dont vous allez avoir besoin, on le verra tout à l'heure pour répondre au décret tertiaire, c'est à la fois d'être accompagné par un expert en transition énergétique, comme Citron, mais comme beaucoup d'autres. Il y en a d'ailleurs qui sont plus près de chez vous que Citron. Et vous aurez aussi besoin d'un outil logiciel qui sera utilisé par votre expert, qu'il soit chez Citron ou qu'il soit dans un bureau d'études, par exemple, dans votre région. Ou alors, et en plus de et donc vous aurez besoin des deux. Vous aurez besoin de cette plateforme qui va être un outil qui va vous permettre de collecter et même de transmettre chaque année les données à la plateforme Opera, et d'un expert qui va vous dire, grâce à cette plateforme et grâce à ses visites techniques, ses visites terrain, ses audits, etc., quelles sont les solutions à déployer, quelles sont les actions à mettre en place. Donc, je vais arriver jusqu'à la date d'aujourd'hui pour vous dire quelles sont les nouveautés du décret tertiaire. Mais globalement, si on regarde dans les 10 dernières années, le décret tertiaire, c'est une réglementation qui a mis beaucoup de temps à sortir. On a commencé à en parler à l'échelle européenne
quand les pays membres ont mis là, en 2008 ce qu'on appelle en place les 3-20. Donc, ils se sont engagés à réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre, à réduire de 20% leur consommation énergétique et d'augmenter de 20% la part du renouvelable dans le mix énergétique. Et en fait, à l'échelle de la France, ça s'est traduit l'année suivante, enfin les années suivantes, en 2009 et en 2010, par ce qu'on a appelé les Grenelles de l'environnement, donc le Grenelle 1 et 2, où respectivement, nos dirigeants se sont dit qu'ils allaient transformer l'objectif des 3-20 en un objectif unique qui était de réduire de 38% les consommations énergétiques. Et l'année suivante, ils se sont dit que pour pouvoir faire ça, ils allaient obliger les entreprises à faire des travaux dans leur patrimoine, sur leur patrimoine immobilier, sur leur parc immobilier. Et donc, à la base, ces travaux devaient être terminés en 2020 pour respecter la règle des 3-20 qui s'était donné ces échéances-là avant 2020. Donc, on aurait même pu appeler ça les 4-20 d'ailleurs, voire les 5-20. Mais malheureusement, une crise financière internationale passe par là et on n'a plus de nouvelles de ce décret-là avant 2017, date à laquelle une première version du décret tertiaire sort, mais retirée tout de suite après, un nouveau gouvernement, enfin le gouvernement changeant et les opinions n'étant pas forcément alignées en permanence sur tous les sujets, et il décide de l'enlever pour le remettre une nouvelle mouture du décret tertiaire. Cette nouvelle mouture, elle sort d'abord sous forme d'article 175 dans la loi Elan, qui vient préciser les fameux 40, 50 et 60% de diminution avant 2030, 2040 et 2050. Et l'année suivante, alors pas en 2011, il y a une petite erreur, mais en 2019, le décret tertiaire sort pour préciser les champs d'application, les objectifs, les modulations, comment le suivi, les contrôles, les sanctions, etc. Et on est en période de Covid assez rapidement, en 2019, enfin, en début 2020. Et du coup, en 2020, les entreprises, enfin, le décret tertiaire accélère encore plus parce que le gouvernement voit à travers le décret tertiaire comme une des solutions pour répondre à la fois à l'urgence climatique, mais aussi à l'urgence économique, en se disant que le secteur du bâtiment étant un secteur qui économiquement ruisselle beaucoup sur les autres secteurs d'activité, en obligeant les entreprises à faire des travaux, et on va relancer la machine. Voilà. Et puis alors l'année suivante, en 2021, le premier arrêté valeur absolue sort. Le deuxième est sorti en version consultable pour l'instant, et on y précise tous les derniers éléments. Et là, il y a maintenant une grosse semaine, pardon. Le gouvernement, enfin pas le gouvernement, mais le ministère et l'ADEME ont ensemble pris la parole pour faire pour la première fois depuis ces 10 ans une intervention officielle et publique pour dire que, contrairement au texte de loi en vigueur encore actuellement, et compte tenu de la situation Covid qu'on a pu constater et évidemment le retard que ça a pu créer à l'ADEME sur la sortie de la plateforme Opéra, on allait reculer d'1 an les déclarations qui étaient initialement prévues pour septembre 2021 elles sont maintenant prévues pour septembre 2022. Donc, que ça soit sur la création des comptes, que ça soit sur la déclaration des bâtiments et des données patrimoniales, ou que ça soit sur la déclaration de l'année de consommation énergétique, vous devrez attendre. Enfin, non, vous ne serez pas obligé d'attendre parce que, a priori, ça sera disponible en mars prochain, mais vous ne serez obligé, on va dire plutôt ça comme ça, de ne le faire que en 2022. C'est le premier élément très important. Alors, le deuxième élément assez important, c'est que les bâtiments qui n'étaient pas assujettis, c'est-à-dire les bâtiments qui avaient une date de permis de construire après 2018, sont maintenant tous assujettis. Et après, les derniers éléments sont beaucoup plus techniques. Mais globalement, c'est les deux sujets qu'il faut garder en tête. C'est report d'1 an et tous les bâtiments sont concernés. Un autre élément qui est sorti plutôt en off, mais qui a aussi une vocation presque officielle, puisqu'on a réussi à booker l'ADEME pour un webinar qui aura lieu en juillet prochain. Donc là, bientôt, là, dans une semaine ou deux, je vous donnerai la date exacte par mail. On va faire un webinaire ensemble avec l'ADEME pour préciser un troisième élément qui est important à avoir en tête, c'est que quand on a plusieurs bâtiments, ou quand on est dans un bâtiment et qu'on n'a qu'une partie du bâtiment, la déclaration sur Opéra va se faire par entité fonctionnelle. Une entité fonctionnelle, c'est un siret dans un bâtiment. Donc, par exemple, chez Citron, on a 2 étages dans un bâtiment qui en comporte 5. Ces 2 étages-là, c'est un siret dans le bâtiment. Mes 2 étages, la somme font moins de 1000 m². Par contre, le bâtiment en lui-même fait plus de 1000 m². Du coup, je suis assujetti au décret tertiaire et c'est à moi de faire la déclaration. Je peux donner mandat à quelqu'un pour la faire pour moi, mais c'est à moi de la faire. C'est mon numéro de siret qui devra la faire.
Voilà pour les dernières actualités sur le décret tertiaire. Alors, je vais faire un rapide retour en arrière sur le décret tertiaire pour préciser quelques points sur la réglementation. Et puis derrière, l'idée, c'est surtout que vous puissiez me poser vos questions, puisque vous avez déjà eu une présentation, en tout cas pour la plupart, lors d'une première session de webinar, sans que je ne sois là. Alors, le décret tertiaire, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien, le décret tertiaire, c'est une obligation de moyens et une obligation de résultat. C'est une obligation de moyens parce que dès 2022, donc vous avez un an pour mettre en place un outil qui va vous permettre de mettre ça, de faire ça, de répondre à cette première obligation. C'est que vous allez devoir déclarer chaque année vos données de consommation énergétique et vos données patrimoniales sur une plateforme du gouvernement qui s'appellera Opérat et qui sera opérée par l'ADEME. Donc ça, c'est une obligation de moyens. On appelle ça une obligation de moyens parce que vous avez à travers cette obligation que l'obligation de déclarer vos consommations et pas d'atteindre un résultat concret. Par contre, cette obligation est doublée d'une obligation de résultat qui est celle d'atteindre un objectif de consommation en énergie finale qui correspondra soit à une valeur relative diminuée de 40, 50 et 60% avant 2030, 2040 et 2050 par rapport à une année de référence que vous pourrez choisir entre 2010 et 2020, soit vous devrez atteindre un objectif en consommation en énergie finale qui correspondra à ce qu'on appelle une valeur absolue, en fait une consommation fixe. On calculera par rapport au type de surface que vous avez dans votre bâtiment, par rapport à la situation géographique de votre bâtiment, de son altitude, etc. Et on le calculera sur une équation qui est imposée. Donc voilà, donc il y a une obligation de résultat. Vous devez dès maintenant collecter vos données de consommation pour les transmettre avant, dans les 12 mois qui arrivent, avant septembre 2022. Je vous conseille de ne pas vous y prendre trop tard parce que nous, on a vu un emballement du secteur d'activité, en gros en janvier, des personnes qui voulaient absolument déclarer leur consommation avant, comme le prévoyaient les lois, avant 2021. Clairement, assez rapidement, on s'aperçoit que ça met du temps de mettre en place un outil de suivi automatisé. Ça peut mettre plusieurs mois. Ça met du temps de collecter les données nécessaires pour pouvoir les intégrer dans un outil de suivi automatisé. Donc, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Janvier, c'était déjà très short pour certains de nos clients qui avaient les parcs les plus complexes. Globalement, la bonne pratique, c'est de s'y mettre un an avant. Donc, c'est de s'y mettre maintenant. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous y aller tout de suite dès la fin de ce webinaire, mais je pense que commencer à réfléchir au projet pour lancer un projet en septembre ou en janvier après avoir fait toute la phase budgétaire en amont, c'est pas idiot. Voilà. Et puis après, du coup, obligation de travaux. Hein, concrètement, vous avez une consommation qu'il va falloir diminuer. Alors, quand on s'est dit ça, qui a ces fameuses obligations? Eh bien, c'est toutes les surfaces tertiaires supérieures à 1000 m². Alors, quand on se dit ça, il faut définir beaucoup de choses. D'abord, qu'est-ce qu'une surface tertiaire? On va commencer par le mot surface. Quand je parle de surface, je parle de surface de plancher. Donc, tous les niveaux construits, clos et couverts, dont la hauteur est supérieure à 1,80 m à l'intérieur de la construction. Une fois que je dis tertiaire, tertiaire, c'est un mot très important, surtout ici où on n'a pas que on a des industriels autour de la table aujourd'hui. La surface tertiaire peuvent les concerner aussi. Une surface tertiaire, en fait, c'est une surface dont l'utilisation est tertiaire. Et une utilisation tertiaire, ça se définit par rapport, par l'opposition avec une utilisation soit primaire, soit secondaire. Primaire, c'est de l'extraction de matières premières. Donc, par exemple, je ne sais pas, si vous avez une ferme, par exemple, on est sur un usage d'extraction de matières premières. Ou si vous avez, je ne sais pas, un port, on va être sur de l'extraction de matières premières. Par contre, et après, vous avez le secteur secondaire où là, on parle d'industrie. On est sur de la transformation de matières premières. Donc, si vous avez un bâtiment, une surface dont l'usage est dédié à la transformation d'une matière première en un produit fini, ou semi-fini, là, vous êtes sur de l'industrie. Ce qui sort du coup de la phase industrie, par exemple, des personnes qui pensaient dernièrement être en industrie qui ne le sont pas, une blanchisserie n'est pas du tout dans le secteur industriel. Vous avez aussi toute la logistique. Imaginez les grandes fermes avec des grands tapis roulants de partout, etc. Comme vous pouvez avoir en ce moment avec l'essor du e-commerce, ça, c'est des personnes qui sont dans le secteur tertiaire. Tous les hôpitaux qui ont pourtant quand même des choses qui ressemblent à des process industriels font partie du sujet. Donc, à partir du moment où on ne transforme pas un produit fini, on est vraiment sur
un bâtiment à usage, enfin une zone à usage tertiaire. Et quand on a un bâtiment mixte avec des zones industrielles, des zones de logement, des zones du secteur primaire, collées ou dans le même bâtiment avec aussi des zones de bureaux, des zones de stockage, des zones de logistique, etc., eh ben, on va être du coup sur un bâtiment à usage mixte. Et si la surface tertiaire fait plus de 1000 mètres carrés, eh ben, cette surface-là sera assujettie. Ce qui va créer des obligations qui vont plus un peu plus loin parce que vous aurez du coup des obligations de sous-comptage pour pouvoir définir quelle est votre consommation, puisque le compteur général du bâtiment ne sera pas forcément suffisamment précis pour savoir quelle est cette consommation-là. Voilà. Et alors, pour pouvoir définir, et alors vous avez aussi la logique de plusieurs bâtiments sur une même entité fonctionnelle, enfin non pas sur une même unité foncière, pardon, et ben vont être considérés comme un seul site. Et donc, c'est les bâtiments de ce site, s'ils font plus de 1000 mètres carrés, seront assujettis. Voilà, ça fait beaucoup de définitions sur une toute petite slide. Mais l'idée, je pense que vous aviez déjà tous entendu un peu parler de ça, mais vous pourrez revenir dans les questions. Alors, donc, juste pour qu'on soit bien d'accord, vous avez donc deux obligations. La première obligation, ça va être au plus tard le 31 décembre 2031, 41 et 51, que la déclaration que vous ferez justifie que les économies d'énergie ont été faites, que l'objectif de consommation d'énergie finale que vous devez atteindre, soit de manière relative, soit de manière absolue, a été atteint. Donc, sur la consommation de l'année 2030, puisque c'est en 2031 que vous allez déclarer l'année de 2030. Et d'ailleurs, c'est pas septembre, c'est pas décembre, c'est septembre. Et chaque année, vous allez aussi devoir publier l'attestation numérique dans le bâtiment, dans un espace visible et accessible. L'attestation qui sera générée par la plateforme Opera et qui précisera du coup ce que vous voyez à gauche, ce qu'on appelle la notation écotertiaire. Cette notation écotertiaire, ça va être une note que le bâtiment a et qui va donner un état des lieux de l'avancement du décret tertiaire sur le bâtiment. En fait, ça, c'est assez important, notamment pour les personnes qui sont propriétaires de leur bâtiment, parce que ça va avoir un impact considérable sur la valeur de l'actif. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, personne va vouloir louer un bâtiment dans lequel le décret tertiaire n'avance pas ou n'avance pas assez vite, tout simplement parce qu'il y a deux risques, entre guillemets, quand on ne respecte pas le décret tertiaire. C'est d'abord une amende, 7 500 € pour le locataire et pour chaque locataire et pour le propriétaire, voire pour chaque propriétaire quand on est sur une copropriété. Et c'est aussi une mauvaise publicité. L'État sort un site internet qui va servir à dénoncer les entreprises qui ne respectent pas, enfin d'ailleurs les entreprises ou même les personnes morales qui ne respectent pas leurs obligations. Donc attention, warning, il pourra y avoir, il faudra faire attention à ces deux points-là, à ces trois points-là même. Alors, je terminerai avant la phase de questions, en vous présentant rapidement ce que vous allez devoir faire. D'abord, la première année, donc en gros sur l'année septembre 2021 à septembre 2022, puis après chaque année, ce que vous allez devoir faire chaque année dans les 30 prochaines années. En fait, ça vous amènera à peu près tous à la retraite, cette histoire, puisque ça va continuer jusqu'à 2060. Alors, du coup, 2050. Du coup, la première chose que vous allez devoir faire, ça va être de définir le périmètre concerné chez vous. Donc, quelle partie de bâtiment, quel groupe de bâtiments, quel ensemble de bâtiments, quel patrimoine immobilier, quel parc immobilier, quels sont les sites concernés, quelles sont les parties de sites concernés. Une fois qu'on est conscient et qu'on peut du coup matérialiser l'enjeu qui est lié à ce fameux décret tertiaire, parce que quand vous avez des sites, vous avez aussi typiquement vous pouvez vous attendre à un montant de travaux, à un montant d'économie, à un impact environnemental, etc. Vous allez pouvoir du coup vous former aux différents enjeux, donc qui peuvent être techniques, juridiques et digitaux. Donc là, on a un premier aperçu de ce que pourrait être une formation juridique et un petit peu technique parce qu'on commence à aborder des sujets comme l'année de référence, etc. Et même digitaux parce qu'on a aussi abordé la collecte des données. Et il va falloir choisir chez vous un assujetti référent pour pouvoir définir qui va être la personne qui va porter le projet. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le locataire? Est-ce que c'est le property manager? Est-ce que c'est un prestataire? Est-ce que c'est un interne? Qui est-ce qui va porter le projet? Et comment il va s'équiper d'outils ou pas? Alors un outil, ça peut être Excel, ça peut être plein de choses pour pouvoir, définir du coup sa stratégie et sa ligne directrice qui va suivre dans les 30 prochaines années.
On parle ici de situation juridique parce que en fonction de si vous êtes, quand on a plusieurs bâtiments, si vous êtes mono-occupant, donc seul dans le bâtiment, ou si vous êtes plusieurs, si vous êtes propriétaire, locataire, copropriétaire, etc., en fonction des types de prestataires avec lesquels vous travaillez, vous n'allez pas forcément avoir la même façon de travailler sur tous les bâtiments. Donc, il faudra potentiellement choisir des assujettis référents différents de temps en temps. Si vous êtes seul sur un bâtiment, c'est important d'être assujetti référent. C'est vous qui allez porter tous les travaux. Donc, même si vous n'êtes pas propriétaire, il faudrait que vous soyez assujetti référent. Si vous êtes propriétaire et locataire d'un bâtiment où vous êtes seul, vous n'avez pas le choix, vous êtes assujetti référent. Si vous êtes locataire d'une partie de bâtiment, ben, ça va dépendre des enjeux. Est-ce que vous êtes majoritaire dans le bâtiment? Est-ce que vous l'êtes pas? Est-ce que vous vous projetez à rester dans le bâtiment ou au contraire pas du tout, etc., etc. Donc, en fonction des situations juridico, même administratives, vous allez prendre des choix différents. Deuxième étape, ben, il va falloir mettre en place un système de suivi. Alors, ça peut être, nous, on va forcément vous conseiller parce que on n'aime pas trop le travail chronophage, etc. Mais on va pas trop vous conseiller un Excel, mais vous pouvez complètement vous appuyer sur un Excel dans lequel chaque mois vous rentriez d'un côté vos consommations, de l'autre côté les températures extérieures, de l'autre côté les données patrimoniales, etc. Donc un immense Excel qui vous donnerait peut-être en fonction de la taille de votre patrimoine, on peut dire allez, quelques heures de travail par mois, plus une journée et demie de travail en septembre. Donc, on va dire 2-3 jours par an et par bâtiment, en fonction de la complexité du bâtiment, de travail un peu chronophage, de saisie d'informations que vous récupérez un peu à droite à gauche. Ou alors, nous, on a quand même tendance à conseiller, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on l'a développé, mais on conseille le déploiement d'un outil qui soit automatisé pour 3 raisons. Déjà, parce que ça coûte moins cher que d'avoir une personne avec un salaire qui fait de la saisie automatique, enfin qui fait de la saisie pas automatiquement justement. Ensuite, parce que faire de la saisie, c'est chronophage, c'est pas rigolo et c'est pas un travail qui intéresse beaucoup de monde. Et surtout, c'est un travail qui pourrait, cette personne, au lieu de faire de la saisie, elle pourrait justement, grâce à l'outil, travailler sur les consommations énergétiques et travailler à réduire les consommations énergétiques. Et donc, on estime que il faut augmenter l'homme de la technologie pour lui permettre justement de donner aussi du sens et des résultats à son travail. L'autre point hyper important, c'est que ça fiabilise la donnée. Un ordinateur ne se trompe jamais, là où tous les humains de la Terre, moi le premier, font des erreurs, surtout quand c'est un travail un peu chronophage et répétitif. Cet outil, en plus d'automatiser la collecte et donc la transmission des données vers la plateforme Opera, ça va être aussi un outil de travail qui va permettre d'avoir un réel tableau de bord de suivi de où est-ce qu'on en est dans le décret tertiaire, de où est-ce qu'on en est dans ces consommations énergétiques et de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir récupérer, pour pouvoir mettre en place des actions de performance et atteindre ces objectifs. Et évidemment, ça va sauvegarder tous les justificatifs, donc les données de consommation issues des sous-compteurs, des compteurs. On va se connecter au compteur Linky, au top 10 minutes. On va se connecter auprès des fournisseurs. On a des robots qui vont se connecter à vos comptes clients fournisseurs énergie pour y télécharger toutes les factures qui s'y trouvent, pour les lire automatiquement et stocker les données en base de données pour que vous y ayez accès, etc., etc. Donc, c'est des données qui viennent de l'open data, du big data et des objets connectés éventuellement quand on en a besoin. Mais l'idée, c'est surtout de pouvoir déployer à moindre coût sur un patrimoine immobilier et très rapidement une plateforme de suivi. Très rapidement, c'est quand même quelques mois. Et c'est à moindre coût parce qu'on va chercher des données du coup que vous possédez déjà à travers les fournisseurs, les distributeurs d'énergie, à travers des logiciels tiers que vous pouvez utiliser, etc. Enfin, on va avoir la première déclaration sur Opera. Et cette déclaration, elle se fait en même temps que l'étape 4, qui va être le calcul de l'année de référence. En fait, le calcul de l'année de référence, il faudrait d'ailleurs inverser la 3 et 4, le calcul de l'année de référence se fait la première année, va se faire avant 2022 pour pouvoir être déclaré. Et cette année de référence, c'est en fait la consommation de base par rapport à laquelle vous avez calculé l'objectif de consommation que vous devez atteindre, donc le fameux moins 40, moins 50, moins 60. Et cette année de référence, il va falloir l'ajuster en fonction de 2 choses. La rigueur climatique, donc il y a des bâtiments qui consomment plus ou moins en fonction de s'il fait plus ou moins froid dehors ou pas, et en fonction des indicateurs d'intensité d'usage, donc en fonction de l'utilisation du bâtiment par exemple, en temps de Covid, quand il est fermé, c'est logique qu'il consomme. Ensuite, chaque année, l'étape 3, vous allez déclarer sur Opera vos données de consommation énergétique. La première année, vous n'allez pas faire que la déclaration de vos consommations d'énergie, vous allez aussi faire un gros travail qui va être d'intégration des données patrimoniales, les différents types de surfaces, quelles sont les zones chauffées, pas chauffées, etc. sur vos bâtiments, de référencer tous vos compteurs et sous-compteurs.
Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on aura un cap, on aura une stratégie, on aura un objectif. Et donc, on va définir des plans d'action pour pouvoir mettre en place les actions qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Donc, on va commencer par prioriser les sites ou les parties de sites sur lesquels il faut travailler en premier. Donc, pour ça, on s'appuiera sur un outil de suivi. On va réaliser des audits énergétiques et des dossiers techniques de modulation. Donc, un audit énergétique, on les fait instrumenter chez Citron, c'est notre particularité. On a développé des sous-compteurs ponctuels. Donc, des sous-compteurs qu'on va installer mais pendant une semaine sur vos bâtiments pour savoir ce qu'ils consomment, mais que sur une période de temps déterminée. Et donc ça permet de savoir exactement quelles sont les consommations et à quel endroit on les a. Et d'ailleurs, c'est un procédé qui a été retenu par l'État, par le gouvernement, enfin pas par le gouvernement, par le ministère, pour pouvoir définir une année de référence quand on n'avait pas de système de sous-comptage sur ces années de référence. Par exemple, vous avez un bâtiment à la fois industriel et à la fois tertiaire. Vous ne savez pas dans votre historique quelle est la répartition entre la partie industrie et la partie tertiaire. Eh ben, un système de sous-comptage comme celui que Citron a développé et en sous-comptage ponctuel permet, en recollant avec les factures énergétiques, de définir justement quelle était la répartition. Alors, donc ça va permettre de faire ça, donc des audits énergétiques instrumentés, ça permet de cibler les gaspillages énergétiques, de les détecter en ciblant là où ils se trouvent, et du coup d'avoir des temps de retour sur investissement plus rapides qu'en ne travaillant que de manière classique sur la thermique, ce qui reste aussi des sujets hyper importants sur lesquels on travaille bien évidemment. L'autre point, c'est les dossiers techniques de modulation. Donc, vous avez la possibilité de moduler les consommations énergétiques que vous allez, enfin les objectifs de consommation que vous devez atteindre. Par exemple, si jamais vous avez un temps de retour sur investissement pour une action qui est trop élevé, par exemple, si on travaille sur de la thermique et que le temps de retour sur investissement dépasse les 30 ans, eh ben, vous pourrez faire une demande de modulation et demander à l'ADEME de faire en sorte que, on augmente du coup votre consommation, enfin votre objectif de consommation pour qu'il soit plus raisonnable à atteindre. Donc, vous avez des modulations qui se font par rapport au coût, comme je viens de le dire, donc 6 ans pour les temps de retour sur investissement qui travaillent sur l'exploitation, 15 ans pardon pour celui qui se renouvelle qui est sur le renouvellement du matériel et 30 ans sur tout ce qui touche à la thermique et donc au bâti. Voilà. Une fois qu'on aura réalisé ça, on aura du coup en curatif presque, on aura les actions à installer sur le bâtiment. On pourra aussi mettre en place dans le 6 ce qu'on appelle un energy manager qui lui sera là en préventif pour détecter des actions de performance énergétique à mettre en place au moment où le gaspillage arrive. Donc c'est votre bureau d'études, un energy manager chez Citron ou même potentiellement votre exploitant qui va s'appuyer sur Citron pour pouvoir détecter les gaspillages énergétiques au moment où ils arrivent. Donc voilà, donc vous allez avoir un plan d'action par site. On va pouvoir réfléchir à quelles sont les actions duplicables, pas duplicables, vérifier l'impact d'une action avant de la dupliquer sur d'autres bâtiments, etc., etc. Et puis derrière, on va s'appuyer sur le déploiement des actions de performance énergétique. Et là, Citron s'arrêtera dans sa prestation à 2 choses. On vous accompagnera uniquement que sur de l'AMO pour sélectionner les prestataires ou sur les études de financement pour aller chercher par exemple des C2E dans le déploiement des actions de performance énergétique. On ne fera pas la maîtrise d'œuvre, on ne fera pas le déploiement concret de l'action puisqu'on ne veut pas être jugé partie et être rémunéré sur une action qu'on aurait pu vous conseiller. Sinon, on serait jugé partie et c'est pas notre façon de fonctionner. Voilà. J'ai essayé d'être très rapide volontairement parce que vous aviez déjà une bonne vision de ce que c'était. Donc, j'ai réussi à tenir en une petite demi-heure. Donc maintenant, je vais vous laisser poser vos questions. Je crois que ça se fait par un système de questions écrites aux organisateurs qui vont après derrière. Merci Vianney. Alors on a déjà de très très nombreuses questions. Alors merci pour ces rappels très très précis qui ont été très utiles pour les personnes qui n'avaient pas suivi le premier webinaire. Donc on va attaquer les questions. Bon Vianney, en vous écoutant, si j'ai bien compris, la bonne nouvelle c'est qu'on a un an devant nous pour se préparer à faire nos déclarations, mais la mauvaise c'est qu'on aura un an de moins pour faire les travaux. Alors c'est complètement vrai. C'est une excellente nouvelle d'avoir un an de plus parce que clairement, je pense qu'il n'y a qu'une entreprise ou une collectivité ou un bailleur, une foncière sur 10 qui était prête. Aujourd'hui, quand je vois l'état de mes clients, en fonction de quand est-ce qu'ils sont arrivés chez nous en prestation, clairement, il y en avait 9 sur 10 qui n'étaient pas prêts parce qu'ils étaient arrivés trop tard. Tous ceux qui ont commencé, en gros, à partir de février 2021 n'auraient pas pu déclarer leur consommation. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que la sensibilisation, c'est difficile de sensibiliser tout un marché à une nouvelle réglementation.
et tout le monde n'était pas encore au courant de cette réglementation. Donc oui, le fait que ça soit reculé, c'est une très bonne nouvelle parce que sinon, tout le monde se mettait en risque. 90% du marché se mettait en risque. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on a 1 an de moins pour faire les travaux. Après, 9 ans pour mettre en place ces travaux d'économie d'énergie pour atteindre 40%, c'est largement réalisable. 40%, ça paraît énorme comme objectif. Mais déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment que sur la partie tertiaire. Donc, c'est pas si énorme que ça. Et ensuite, en général, quelqu'un qui n'a pas encore eu de travail, qui n'a pas encore travaillé sur sa performance énergétique, on va être capable de trouver 20-25% d'économie très rapidement avec des temps de retour sur investissement très rapides. Donc, en fait, les travaux que vous allez devoir mettre en place ne vont travailler que sur les 15 derniers pourcents. Donc, en fait, il n'y aura pas tant de travaux que ça dans les 9 prochaines années. Il y aura surtout de la mise en place de bonnes actions, de bonnes pratiques et d'actions dont les temps de retour sur investissement seront assez rapides et de quelques actions un petit peu plus lourdes. Mais globalement, ça ira. Le vrai défi, il sera sur 2030 à 2050, où là, on va commencer à réfléchir à des travaux de fond sur le bâti, on va commencer à réfléchir à des travaux assez importants en termes d'énergie renouvelable, etc. Ok. Alors, on a beaucoup d'industriels qui sont connectés ce matin et il y a des questions sur effectivement la nature des surfaces en industrie qui vont être pris en compte. Alors, on nous parle des bureaux qui sont situés en production, est-ce qu'il faut les prendre ou pas, des vestiaires, enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans un site industriel, effectivement, il y a les parties production, il y a les stocks de matières premières, les stocks d'encours, les stocks de produits finis. Donc il y a énormément de questions qui concernent réellement la nature des surfaces qu'on va devoir prendre en compte sur un site industriel. Alors, comme j'ai abordé au tout début de la présentation, il faut faire attention à ce qu'on appelle un bâtiment à usage mixte. Un bâtiment à usage mixte, c'est un bâtiment sur lequel vous avez à la fois une partie tertiaire et à la fois sur une partie industrielle. Tous les bâtiments industriels que j'ai été amené à visiter avaient une surface tertiaire. Dans tous les bâtiments industriels, il y a au moins une petite surface de bureau. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est effectivement, quelles sont les surfaces tertiaires? C'est pas est-ce que j'en ai, c'est quelles sont les surfaces tertiaires dans la très grande majorité des cas, et c'est est-ce qu'elles font plus de 1000 mètres carrés ou pas? Alors, les surfaces qu'on va pouvoir considérer comme tertiaires, lesquelles c'est? Alors évidemment, c'est le bureau. Les bureaux, oui, c'est de la partie tertiaire. La deuxième, ça va être, par exemple, le stockage. Alors, il y a une notion très importante à avoir en tête sur le stockage. Si jamais le stockage est considéré comme un stockage de produits non terminés et que le stockage fait partie du process. Attention, je dis bien que le stockage doit faire partie du process. Par exemple, imaginons que vous ayez une usine de cigarettes. Si dans le process, vous devez laisser sécher les feuilles de tabac pendant X mois, ça fait partie du process. Donc là, cette zone-là, la zone où vous mettez des tables avec des feuilles de tabac, avec des machines au-dessus qui permettent de les sécher, et ben ça, c'est bien une partie industrie, alors que quelque part, on stocke un peu la donnée. Du vin qui est en train de vieillir, ça fait partie du process de vieillissement, donc on est bien, une cave de vieillissement sera un process. Par contre, si vous stockez, je ne sais pas moi, des caisses d'écrou, ou que vous stockez de la robinetterie avant qu'elle soit intégrée à des espaces préfabriqués. Et bien ça, même si ce n'est pas un produit fini, c'est une partie de produit fini. Donc là, vous allez devoir considérer ça comme une surface tertiaire. Évidemment, le stock de produits complètement finis, vos palettes de caisses de vin terminées, là, on est complètement sur du stockage, c'est complètement tertiaire. Voilà, donc attention, le stockage, il y a deux notions un petit peu différentes. Est-ce que le stockage fait partie du process industriel ou pas? C'est ce qu'il faudra déterminer au bon sens. Et c'est là-dessus que l'État jugera, que le législateur jugera si oui ou non vous êtes dans les clous ou pas. Petit conseil, pour éviter la surprise et pour pouvoir montrer votre bonne foi, vous faites une petite prestation, ça ne coûtera que dalle, vous faites visiter par un expert votre bâtiment et vous faites mesurer les surfaces tertiaires et comme ça, vous avez un document qui justifie le truc et dans le pire des cas, du coup, vous aurez un rappel à l'ordre et un peu de temps pour pouvoir vous mettre en conformité pour peu que le document en question dise que vous avez bien moins de 1000 mètres carrés de surface tertiaire parce que telle surface n'est pas considérée comme tertiaire et telle surface est considérée comme tertiaire. Habituellement, on a dans
beaucoup de situations des bâtiments industriels qui sont aussi des bâtiments en partie des bâtiments tertiaires. Voilà. Après, on a parlé dans les zones où vous avez posé des questions, vous avez parlé de vestiaire. Alors le vestiaire, c'est un peu comme les toilettes ou ce genre de choses. Il faut se poser les bonnes questions. Si la surface, on parle de quelques dizaines de mètres carrés, ça a peu d'enjeux. À la limite, on intègre là où ça nous fait plaisir. Mais par contre, si on a des vestiaires qui sont immenses, bah là, il faut se dire, ok, est-ce que et que ça fait basculer dans je suis tertiaire ou pas, je suis un bâtiment à usage mixte ou pas. Et ben là, on le fait au bon sens. Est-ce que c'est un endroit où il y a que, par exemple, il y a que des personnes qui travaillent sur les procédés industriels, ou est-ce que non, au contraire, s'il y a des personnes qui travaillent aussi pas dans les procédés industriels, etc., etc. Donc il va falloir réfléchir et faire quelque chose entre guillemets au bon sens, parce que c'est ce que jugera le législateur, et c'est comme ça aussi que le contrôleur qui voit le même texte de loi que vous devant les yeux réfléchira. Par contre, dites-vous que le législateur, c'est pas un industriel et qu'il il a quand même tendance à considérer que beaucoup de choses est tertiaire. Ok. Alors Vianney, il va falloir nous faire des réponses un peu plus courtes parce qu'on a énormément de questions. Non, mais je sais que vous êtes passionné comme moi sur le sujet. Alors je précise par rapport aux surfaces des bureaux. Vous avez parlé des bureaux. On parle de bureaux administratifs en industrie. Les bureaux des chefs d'équipe et tout ça ne sont pas à prendre en compte parce qu'ils sont intégrés à la production. Hein, n'allez pas faire de la dentelle en allant chercher, comme l'a dit Vianney pour les vestiaires, mais les petits bureaux de 10 mètres carrés qui sont intégrés à la production. Vous n'en tenez pas compte, ça fait partie de la production. Oui, tout à fait. Il faut réfléchir en zone. Il faut réfléchir en zone, en plateau. Voilà. Quand on parle de bureaux dans l'industrie, c'est bien les bureaux administratifs qui sont indépendants de la production. Voilà. Je vais laisser mes collègues nous amener quelques questions là qui sont issues donc de vos questions à vous. Arthur, Alexandre, si tu veux nous poser la première question. Oui, donc on va prendre les questions dans l'ordre si vous le voulez bien. Et effectivement, Vianney, comme il y a beaucoup de questions, questions courtes, réponses courtes. Okay. Alors, nous louons une partie de nos locaux. Nous ne possédons pas de compteur individuel. Comment faire pour séparer les consos? Alors, vous avez deux façons de faire. Alors, la première façon de faire, la première bonne pratique, c'est installer des compteurs individuels. Mais vous pouvez, si les bureaux, enfin, si c'est des zones qui consomment la même chose, donc par exemple des bureaux, faire une répartition au prorata de la surface. Ok. J'ai fait une réponse courte. Très bien. Si j'ai agrandi ma surface tertiaire en 2021 et que je franchis le seuil des 1000 m², suis-je concerné? Quelle est l'année de référence? Est-ce que c'est 2021 du coup? Alors, oui, vous êtes concerné. Et non, c'est pas forcément 2021 puisque l'année de référence, vous allez la consommer, vous allez la déclarer par rapport à une surface donnée. Donc en fait, au final, ce que vous allez diminuer, c'est une consommation par rapport à la surface. Donc non, vous ne serez pas obligé, et c'est même pour le futur, si vous faites des agrandissements ou même enfin, si vous faites d'autres agrandissements, ça sera même considéré du coup comme presque une action de performance énergétique que de faire un agrandissement, puisque j'imagine que vous allez construire une zone qui consomme moins que la zone que ce qui a été construit il y a plus longtemps, et du coup, ça fera diminuer votre consommation par rapport à la surface au global. D'accord, donc ça rejoint une autre question qui a été posée, qui est comment se passent les objectifs dans le cas d'un bâtiment neuf déjà extrêmement performant? Est-ce que le niveau de performance de départ est considéré? Donc effectivement, alors, dans le cas d'une extension ou construction d'un nouveau bâtiment, ça vient plutôt abaisser le ratio kilowattheure mètre carré. Alors non, je répondrai. Alors dans le cadre d'un agrandissement, oui, puisqu'on avait déjà une année de référence. Dans le cadre d'un bâtiment neuf ou d'une zone neuve, on peut aussi se dire qu'on essaie d'atteindre l'objectif de consommation en valeur absolue. L'année de référence ne sert que pour diminuer ses consommations de 40%, 50-60, mais on peut aussi avoir comme objectif d'atteindre l'équivalent d'un bâtiment neuf bien entretenu de son secteur d'activité. C'est soit on atteint 40%, soit on atteint un seuil de consommation qui correspond à un bâtiment neuf bien entretenu. Mais dont les valeurs, pour certaines catégories, sont encore à apparaître dans des arrêtés qui vont arriver à la rentrée et jusqu'à mi-2022, c'est ça? Ah non, ça sera plus rapide que mi-2022, je pense. J'ai plus les dates exactement en tête et puis elles sont jamais respectées, mais là, globalement, ils ont proposé déjà la liste de tous les types de surfaces
Et on a dans l'arrêté qui est en cours de relecture par les différentes parties prenantes, dont on fait partie, pas mal, enfin les trois quarts, quoi. D'accord. Donc, ça va aller assez vite. Mais oui, je pense que les dernières ressortiront sur le premier trimestre 2022. Ouais, donc il y avait des grandes interrogations effectivement sur les bâtiments qui seraient déjà BBC, HQE ou qui respecteraient la réglementation RE 2020 donc du coup effectivement l'atteinte des valeurs absolues fait que les gens seraient conformes et n'auraient a priori rien à faire. Oui, c'est-à-dire que, alors si, ils ont quand même au moins, Enfin les déclarations bien ils ont entendu. quand même au moins la première partie de déclaration que vous voyez en haut à droite, là, obligation de suivi. Et ensuite, vous voyez, dans l'objectif de réduction des consommations, c'est soit le petit 1, soit le petit 2. Donc, soit ils font 40% de réduction par rapport à une année de référence. Ça, ils auront beaucoup de mal à le faire parce qu'ils consomment déjà très peu maintenant. Soit ils atteignent un objectif en valeur absolue qui est calculé avec une équation à se tirer les cheveux par type de surface que vous avez dans le bâtiment. Donc, on va sommer pour chaque type de surface une consommation en valeur absolue. Et cette consommation, donc ce qu'on appelle aussi la valeur seuil de votre bâtiment, bah, si vous l'atteignez déjà, vous n'avez pas de travaux à mettre en place. Ok, bah c'est très clair. Arthur, des questions? Alors, oui. Donc, un site industriel de transformation de métaux type sidérurgie avec des espaces de bureaux supérieurs à 1000 m² cumulés répartis sur le même site est-il concerné? Oui. En cœur. Ça a le mérite d'être une réponse courte. Enfin, attendez, oui, mais sauf si c'est, mais par contre, faut pas aller s'amuser à cumuler les petits bureaux qui sont à droite à gauche. Et on parle de, il y a 3 plateaux de 400 m², quoi. Faut pas aller s'amuser à prendre le bureau qui est dans un Algeco au milieu d'un entrepôt, parce que c'est un bureau qui sert à suivre un process, quoi. Alors, ça me permet de rebondir sur une question là qu'on a. Une entreprise, donc il y a un seul numéro de SIRET, mais qui aurait 2 bâtiments sur 2 sites différents, sur 2 unités foncières différentes. Si les 2 bâtiments font moins de 500 m², mais qui sont bien utilisés par la même entreprise, est-ce que oui ou non? Ils sont connexes, les bâtiments, ils sont collés? Non, ils ne sont pas collés, ils sont sur 2 unités foncières complètement Ouais, mais différentes. les 2 unités foncières, elles sont l'une à côté de l'autre? Non. Non? Et donc chacun des, si c'est pas la même unité foncière et qu'on a 2 bâtiments qui sont, De moins de 1000 m², on n'est pas concerné. on n'est pas concerné. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que vous n'êtes pas censé avoir qu'un seul numéro de SIRET, hein, vous êtes censé en avoir 2. Le principe du numéro de SIRET, c'est qu'il y en a un par site. Bah, après, c'est. Il y a peut-être confusion avec le numéro de sirène. Le numéro de sirène, c'est 9 chiffres. Le numéro de SIRET, c'est 14 chiffres. Normalement, une entreprise a un numéro de sirène et chaque site d'une entreprise a un numéro de SIRET. On va peut-être rester dans les numéros de SIRET justement, puisque là, on a un site de production, donc c'est un seul site qui dit qu'il dispose de 2 entités SIRET. L'un des 2 SIRET est impactant à plus de 1000 m² en tertiaire et pas l'autre. Donc l'un des 2 SIRET est concerné par le décret et pas l'autre. Sur Opéra, est-ce qu'il faut déclarer pour les 2 SIRET ou seulement le SIRET qui est concerné par le décret? Alors, si on parle bien de 2 bâtiments qui sont à 2 endroits différents et pas de un bâtiment de 2 bâtiments sur un même site, il n'y a que le bâtiment concerné à déclarer. Donc là, en l'occurrence, c'est un seul bâtiment avec 2 numéros de SIRET à l'intérieur. Donc 2 activités différentes. Ah bah si c'est un seul bâtiment, vous avez si c'est un seul bâtiment, c'est toute la partie tertiaire du bâtiment. Puisque Okay, c'est le bâtiment qui est concerné. numéro. Le numéro de SIRET est juste un numéro de déclaration. Ce qui est concerné, c'est le bâtiment, c'est la partie de plus de 1000 m² dans le bâtiment. Donc vous avez déclaré le SIRET qui correspond à l'activité la plus proche, voire les deux si les deux ont un peu de tertiaire. Et c'est chacun des numéros de SIRET, si les deux ont un peu de surface tertiaire, qui devront faire leur déclaration sur Opéra sur le même bâtiment. Il y a également une question sur le changement d'usage, j'imagine, en cours de route. Donc une surface qui était une surface dédiée à la production qui devient une surface de stockage. Comment ça doit être intégré, ça, dans la déclaration, dans Opéra, dans la prise en compte des objectifs?
eh ben, vous allez changer dans les données patrimoniales que vous déclarez, vous allez changer juste, vous allez cocher à la place de cocher la case industrie. Enfin, en fait, c'est comme si vous allez créer une case. Vous allez, enfin, pas créer une case, pardon, créer une surface en plus. Donc, si cette surface consomme plus que le reste des surfaces que vous aviez déjà créées, eh ben, ça va augmenter votre consommation et du coup, bah, il va falloir faire des travaux. Si elle consommait moins, si ça se trouve, ça va vous permettre d'atteindre l'objectif. Mais du coup, c'est comme si vous aviez un bâtiment, une nouvelle zone, que ça se rapproche presque du bâtiment neuf, en fait, puisque vous allez créer une zone tertiaire qui n'existait pas, comme dans le cadre d'une extension. Ok. Une autre question, c'est s'il y a plusieurs propriétaires sur la même unité foncière, est-ce que chaque propriétaire déclare séparément son bâtiment sur Opérat? Plusieurs unités foncières sur, pardon? Il y a plusieurs propriétaires sur la même unité foncière. Et du coup, Ah, est-ce que donc chaque propriétaire fait une déclaration séparément? on est dans le cadre d'une copropriété? Où on est dans le cadre de il y a un bâtiment avec un étage. Bah si, c'est ça, c'est une copropriété. Donc en gros, pour les copropriétés, c'est la copropriété qui est assujettie et non pas le. Donc en fait, c'est la copropriété qui est assujettie. Donc il y a un seul bâtiment qui est créé sur la plateforme Opéra et c'est chaque occupant, donc locataire ou propriétaire occupant, qui va faire sa déclaration en tant qu'entité fonctionnelle, donc en tant que numéro de SIRET dans le bâtiment. Ok. Après, vous pouvez déléguer par exemple, au syndic qui gère la copropriété de faire cette déclaration, lui, pour tout le monde, mais il devra du coup faire X déclarations par numéro de SIRET. Une autre question concernant le calcul des objectifs. Donc pour le calcul des objectifs, en fonction des DJU, peut-on choisir la température de référence? Par exemple, les DJU à moins 10 degrés et non pas les DJU entre guillemets classiques. Vous avez un type de DJU qui est sélectionné pour chaque. Je vais vous montrer comment c'est calculé. Hein, vous avez un type de DJU qui est calculé pour. Ah zut, j'arrive pas à ressortir le truc. Ah bah ok. Attends, attendez. Hop, je vais faire ça et je vais vous montrer. Hop. Vous voyez mon écran là? Oui. Ok. Alors je vais dans les textes de loi, qui est pratique, machin, doc réglementation, décret tertiaire, et ça va être arrêté modificatif, un des premiers. Alors donc là, j'ouvre un des textes de loi et je descends tout en bas, clac, pour vous montrer à quoi ressemble un calcul de consommation en valeur absolue. Un calcul de consommation en valeur absolue, vous voyez, on a d'abord un premier tableau qui va être pour déterminer la composante CVC. Donc cette composante CVC, elle va être additionnée à la composante use pour pouvoir après derrière calculer, vous voyez, la consommation globale. Donc notre code, ce qu'on appelle le CABS, la consommation à valeur absolue que vous devez atteindre, ici c'est pour un lycée d'enseignement professionnel, et ben c'est CVC plus use. Alors le CVC d'abord, il est très facile à calculer. On regarde la zone géographique dans laquelle on se situe. Donc H1A, ça va être une zone à tel endroit. Bah là, on peut se dire que H1A, c'est une zone où a priori, je pense qu'il fait moins froid que dans la zone H1B, puisque on estime que la consommation doit être inférieure dans la zone H1A. Et souvent, ce qui fait varier le truc, c'est clairement plus on est au nord, plus la consommation doit être importante par rapport Tout le Grand Est est en H1B pour la plupart des gens qui nous écoutent ici. Bon, alors le H1B clac, c'est ici. Donc, en fonction de votre altitude, vous allez choisir H1B 400, H1B 800, etc. Et donc, vous aurez là déjà X, donc on va dire 115 par exemple, kilowattheures par mètre carré par an à ajouter à votre CABS. Et en plus de ça, vous allez rajouter le use étalon plus une valeur use qui va dépendre d'un certain nombre de points. D'abord, ça va dépendre là ici de ce qu'on appelle la densité temporelle, c'est le nombre d'heures ouvrées par an, et ça va dépendre de la durée supplémentaire de la période de chauffe, etc. Et donc là, vous avez le use modulé qu'il va falloir ajouter du coup en fonction de ces critères-là. Vous voyez là le DT étalon dont on parlait tout à l'heure, ben, on le retrouve ici, et on a un savant calcul qui va permettre de calculer la consommation de valeur de référence. Vous voyez, en fait, pour répondre à la question, c'était sur cette partie-là que ça va se jouer. La valeur de référence, enfin pas de référence, pardon, en consommation de valeur absolue que vous allez devoir choisir, eh ben, elle va dépendre de la zone géographique et donc à travers ça des DGU de la zone géographique en question, de la rigueur climatique de la zone géographique en question.
Une autre question qui concerne les surfaces non utilisées. Chez les industriels notamment, il peut arriver que dans certains bâtiments, on ait toute une surface ou tout un hall qui ne soit pas utilisé. Et comment c'est pris en compte ça? Eh ben, c'est une surface qui reste assujettie, mais c'est une surface sur laquelle on mettra les indicateurs d'intensité d'usage à 0. Et donc, du coup, faudra bien veiller à couper le chauffage du mieux possible sur cette zone parce que vous resterez assujetti au moins sur la partie CVC. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque de voir ces 1000 m², enfin la jauge des 1000 m² descendre? Oui, mais pas tout de suite, à mon avis. Oui, parce que ça a été proposé par la Convention citoyenne et que c'est un des points qui a été retenu par cette fameuse Convention citoyenne. Pas tout de suite, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été sorti de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, je ne sais pas si vous voyez, c'est les 150 personnes tirées au hasard là, qui ont été amenées à travailler dans le cadre du 16 national à réfléchir aux actions qu'il faudrait mettre pour accélérer la transition écologique. Et ça fait partie des actions qui sont ressorties et qui ont été retenues de passer cette jauge à 500 m². Mais globalement, pas tout de suite, parce que c'est une telle galère de mettre en place le décret tertiaire avec 1000 m² que je ne pense pas qu'il passe tout de suite à 500. Alors, une question volontairement peut-être un peu provocatrice, mais qui illustre bien peut-être la relation entre propriétaire et locataire. Alors, un bailleur qui a par exemple un locataire type grand frais, peut-il échapper à cette réglementation en mettant fin au bail pour le remplacer par exemple par un Noroto avec des ateliers non chauffés? Noroto est assujetti au décret tertiaire. Quand on a un garage, c'est une activité tertiaire. Donc, pour cet exemple-là, non, ça ne changerait rien. Par contre, si vous installez un procédé industriel dans un bâtiment et que vous louez à quelqu'un qui fait, je sais pas, un brasseur de bière, par exemple, là, oui, vous échapperiez à cette réglementation, mais je pense que ça vous coûterait pas forcément moins cher que de transformer un grand frais en zone de brassage de bière. Enfin, je vous laisse faire vos calculs, mais je suis pas sûr que ça soit très rentable. Mais oui, dans l'absolu, si vous pouvez aussi raser le bâtiment, vous serez plus assujetti. En industrie, on a des questions là sur tout ce qui sont les zones dédiées aux services maintenance, et y compris les zones de chaufferie. Celles-ci, elles rentrent pas en ligne de compte. Les zones de chaufferie, non, là, ça fait pas partie de la surface de plancher, les zones techniques. Donc non. Mais ça, c'est vrai pour un industriel comme pour un espace tertiaire dans la chaufferie dans le bas de l'immeuble. Par contre, les parkings, il y a une petite particularité. Sur les parkings, un parking d'exploitation type Vinci, FIA, Indigo, etc., je ne les connais pas tous, mais quand on a une activité de parking, une activité tertiaire de location de parking souterrain ou en, je ne sais plus comment ça s'appelle quand c'est en extérieur, c'est une activité tertiaire. Par contre, si c'est les parkings qui sont sous un bâtiment de bureaux ou sous un bâtiment en totalité ou partie tertiaire, là, elles ne sont pas assujetties. Par contre, elles ne sont pas assujetties par la surface. Par contre, elles sont assujetties pour la consommation, puisque la consommation, en fait, personne ne voudra la retirer dans la mesure où c'est une consommation très facile à réduire et peu chère à réduire. Pareil pour les consommations sur les parkings extérieurs. Là, en gros, ce qui ne sera pas assujetti, c'est les candélabres. Par contre, l'éclairage des parkings qui est sur le bâtiment et qui éclaire la zone de parking, là, ça sera assujetti parce que ça sera considéré comme une consommation du bâtiment. Il y a une question sur les compétences ou le niveau de qualification nécessaire à la réalisation d'un dossier technique ou d'un audit dans le cadre du décret tertiaire. Alors, c'est pas dit explicitement dans la réglementation, autant explicitement que pour les audits réglementaires, mais c'est quand même beaucoup dit entre les lignes, c'est d'avoir les mêmes qualifications. Et donc, c'est l'OPQIBI, il y a une qualification OPQIBI pour l'industrie, une pour le tertiaire et une pour les transports. Bah là, du coup, ça serait l'industrie, ça serait la tertiaire. Et sur les dossiers techniques de modulation, de la même manière, il faut pouvoir être capable de justifier de ses compétences sur le sujet. Donc, si vous voulez pas faire d'erreur, vous prenez les OPQIBI, LNE ou AFNOR.
qui sont en fait les 3 valeurs de référence pour les audits énergétiques, parce qu'elles imposent de suivre la norme NF 16247-1 et 2 quand on parle de tertiaire. Et du coup, c'est à ça qu'il faut faire référence. Alors, une autre question. Si nous avons 800 mètres carrés de bureaux dans un bâtiment de bureaux de plus de 1000 mètres carrés, est-ce qu'on est soumis au décret? Oui, c'est comme moi d'ailleurs. L'exemple que je prenais tout à l'heure, c'était mes bureaux. J'ai 500 mètres carrés dans un bâtiment qui en fait plus de 1000 parce que j'ai que 2 étages sur 5. Et ben, je suis assujetti au décret tertiaire. Alors, comment avoir les consommations d'énergie des surfaces de stockage qui font partie intégrante de la partie industrielle dans le cadre d'un chauffage au gaz? Est-ce qu'un prorata au niveau des mètres carrés est suffisant ou est-ce qu'il faut du sous-comptage, etc.? Alors, sur la partie électrique, ça sera du sous-comptage. Sur la partie, là, on parlait des consommations de chaud. Un prorata pourra être fait, mais je vous conseille de vous faire accompagner par un bureau d'études parce que typiquement, je pense que ça sera pas à la surface, ça sera plutôt au volume. Et puis, ça dépend aussi de ce qui peut être. Enfin, il faut avoir un dossier solide à présenter parce que les premiers contrôles qui vont avoir lieu, c'est est-ce que vous avez déclaré? Donc là, vous serez bon. Mais pourquoi vous avez déclaré telle consommation? Donc évidemment, le plus simple, c'est de donner ces factures. Là, vous ne pourrez pas. Donc, dans la mesure du possible, on met du sous-comptage. Donc, s'il y a des compteurs thermiques qui peuvent être installés, on le fait. Si on commence à rentrer sur des sortes de modélisation par rapport à des répartitions, etc., c'est faisable en dernier recours parce que c'est le moment où on peut vous reprocher de ne pas avoir fait les bonnes choses. Donc, conseil, c'est un, vous faites accompagner et deux, il y a plus que la surface à prendre en compte quand on est sur des surfaces qui sont pas les mêmes. Du coup, il peut y avoir typiquement les apports de chaud qui sont pas forcément naturels. Il peut y avoir des volumes différents. Il peut y avoir plein de choses. Donc, il faut faire attention. Mais ça, je pense que un bureau d'études sera, enfin, ils sauront vous accompagner. Enfin, nous aussi d'ailleurs, mais c'est, enfin, nous aussi. Mais oui. Je précise bureau d'études parce que, en fait, parmi nos clients, il y a aussi beaucoup de bureaux d'études et que on apporte à la fois la partie digitale et à la fois la partie conseil parce qu'on cherche à apporter une solution globale à nos clients. Mais quand il y a un bureau d'études en place chez nos clients, on ne cherche pas à le remplacer. Il connaît mieux le bâtiment que nous et c'est très bien si vous travaillez avec lui. On sera ravis, nous, de lui apporter notre solution digitale pour qu'il puisse faire le suivi et faire et continuer à travailler avec ses clients avec sur ces nouvelles problématiques. J'en profite d'ailleurs pour. Je sais qu'il y a des bureaux d'études qui sont susceptibles d'accompagner à cette mise en place du décret tertiaire qui nous écoute aujourd'hui. Je les invite à se mettre en relation avec nous, qu'on puisse les identifier pour pouvoir commencer à établir un listing des compétences que nous avons dans le Grand Est et au-delà pour aider l'ensemble des gens qui vont être assujettis à ce décret tertiaire à mettre en place ça dans les meilleures conditions. Voilà, petit message à passer en même temps. J'ai du coup une question à poser avant que mes collègues prennent leur lait. Quelle est la place des énergies renouvelables par rapport au décret tertiaire, je pense notamment aux panneaux photovoltaïques voilà. Alors, c'est une question hyper intéressante. Il faut mettre en place du renouvelable, mais il faut le faire de manière à auto-consommer ce que vous produisez. Si vous mettez en place du renouvelable mais que vous réinjectez tout dans le réseau, sauf que par exemple votre photovoltaïque est directement branché au réseau et en gros tout est revendu, toute l'énergie est revendue, qu'il soit sur votre toit ou qu'il soit 10 km plus loin, ça ne changera rien du tout. Donc ça n'impactera rien au décret tertiaire. Par contre, si vous mettez en place des panneaux photovoltaïques sur votre toit et que vous autoconsommez ce qu'ils produisent, ou en tout cas le plus possible, eh ben, ça va venir en déduction de vos consommations. Donc, ça veut dire qu'en fait, par exemple, sur vos factures énergétiques, eh ben, vous n'aurez plus cette consommation-là. Donc, c'est comme si du coup, cette quantité d'énergie autoconsommée n'est plus une énergie consommée, puisqu'elle est produite avant d'être consommée, et donc plus facturée, et donc plus considérée dans le cadre du décret tertiaire. Merci. Alexandre Alors, ou Arthur?
Oui, toujours une question propriétaire-locataire. Dans un bâtiment tertiaire dans lequel nous sommes locataires, qu'est-ce qui est à la charge du propriétaire et du locataire dans le décret? Autrement dit, comment se répartissent les objectifs entre propriétaire et locataire? Alors, vous avez les mêmes objectifs. Vous êtes tous les deux co-responsables de faire en sorte que le bâtiment réduise ses consommations. La seule chose qui va varier, c'est le bail qui vous lie peut avoir potentiellement ce qu'on appelle une annexe verte ou un bail vert. C'est censé être le cas sur tous les bâtiments de plus de 2000 m². Et cette annexe précise les actions de performance énergétique et qui doit les mettre en place. Donc peut-être que c'est déjà la réponse est déjà mise à ce moment-là. Globalement, si vous avez tout le bâtiment, je vous conseille de prendre la main sur le projet. Si vous avez qu'une partie du bâtiment, laissez la personne, soit le property manager, soit un cabinet externe, soit le propriétaire prendre la main sur le projet. C'est vraiment une notion de stratégique. Il y a des entreprises, par exemple, parmi nos clients, il y a le groupe Saint-Gobain. Ils ont 2500 points de vente, comme les points P, les plateformes du bâtiment, etc. Et ben, cette personne-là a dit, quoi qu'il arrive, je voudrais être, parce qu'il y a un risque d'image, parce qu'il y a puis surtout pour eux, ils vendent des solutions qui permettent de réduire les consommations d'énergie, parce qu'il y a un risque d'image, il y a un risque d'amende, etc. Je veux être maître du sujet. Et ben du coup, eux ont fait la démarche de demander, quand ils ne sont pas propriétaires, aux propriétaires à être responsables du projet. Et vous devez tomber d'accord ensemble, en fait, parce que vous êtes tous les deux, le propriétaire comme le locataire porte le risque. Il y a juste la déclaration qui doit être faite par l'occupant, donc en général par le locataire. Okay. Alors, si les consommations de l'entreprise augmentent de façon proportionnelle à son activité et son chiffre d'affaires, comment justifier la non-atteinte des objectifs définis? Excusez-moi, on parle d'indicateur d'intensité d'usage, c'est ça? C'est si jamais on a une consommation qui augmente parce qu'on a un volume d'activité qui augmente, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, en fait, vous allez déclarer votre volume d'activité. Alors déjà, ça c'est souvent le cas sur la partie industrie, moins sur la partie tertiaire. Mais oui, imaginons que ça soit le cas parce que tiens, une autre activité qui est considérée comme tertiaire, c'est un atelier de montage. Par exemple, la société Algeco, ben, ils produisent, ils ont des coques vides, ils montent des coques vides dans des immenses ateliers pour les paramétrer, pour les configurer pour leurs clients. Ils vont y mettre une clim, un truc, un machin. Donc là, les ateliers de montage, c'est d'une surface tertiaire. Et ben là, on est sur un atelier de montage. La consommation, du coup, va varier en fonction de l'activité. Pas autant que si on était sur l'industrie, mais de manière significative. Et ben là, on va déclarer du coup un volume d'activité, un indicateur d'intensité d'usage dans la plateforme Opera, ce qui va permettre de faire varier l'objectif de consommation à atteindre. Mais c'est pour ça que faites bien attention à automatiser cette déclaration, cette collecte de données, parce qu'en fait, il y a énormément de données au final à collecter et à déclarer. Hein. Il y a je sais pas combien de types de surface. Il y a 280 pages d'arrêtés donc il doit y avoir quasiment autant de types de surfaces différentes potentielles à déclarer. Donc il y a énormément il y a un gros travail de la première année. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt. De collecte d'informations, de mesures, etc. pour pouvoir après derrière les déclarer et après il va falloir les mettre à jour chaque année. Mais du coup, ça peut être des indicateurs d'intensité d'usage, c'est pas forcément évident à déclarer. On n'en a en général pas sur l'historique, donc il faut pouvoir être capable de faire quelque chose d'intelligent et d'automatiser. Alors, nous sommes un site industriel avec plus de 1000 m². Nous avons un poste de garde dont le rôle est principalement la gestion de la sûreté du site et non une simple gestion des visiteurs. Est-ce que ce poste de garde est soumis? Alors, si on parle d'un poste de garde qui fait 3 mètres sur 3 mètres, à la limite, on n'est même pas obligé de se poser la question parce que c'est vraiment petit, quoi. Dans l'absolu, un poste de garde, c'est un bureau et c'est censé être concerné. Donc, c'est un petit bâtiment qui fait partie du site. Donc, oui, c'est censé être soumis. Après, personne ne va vous en vouloir si vous avez un poste de garde qui fait 10 m², autonome tout seul dans son coin, de l'avoir oublié, quoi. Après, c'est souvent aussi les parties les plus faciles à réduire. Donc, cherchez pas forcément à toujours réduire la surface assujettie. Cherchez plutôt à faire quelque chose de logique et de vous appuyer sur cette nouvelle réglementation qui est forcément contraignante par nature puisque c'est une réglementation, mais essayez de vous appuyer là-dessus pour transformer cette contrainte en opportunité environnementale et financière, parce que c'en est une. Hein. On est capable vraiment de réduire vos consommations et financièrement, vous allez vous y retrouver.
Et donc, faites ça au bon sens. La réponse officielle, ça serait oui. Ma réponse à moi, c'est faites le truc de manière intelligente. Je pense pas que ça soit cet espace-là qui vous fasse basculer entre plus ou moins de 1000 mètres carrés. Et quand bien même ça serait le cas, considérez-le parce que ça voudrait dire que vous êtes à 950 mètres carrés et que le risque de se faire contrôler et considérer positif est clairement réel. Alors, nous avons également un seul SIRET pour 4 sites différentes et 4 unités foncières différentes. Pourrons-nous différencier les sites dans Opérat malgré ce SIRET unique? Non. Mais du coup, c'est ça qui m'étonne, c'est que vous en ayez qu'un seul. Après, je sais que typiquement, un ministère n'a pas de SIRET et qu'ils sont en train de plancher sur comment faire. Mais du coup, j'ai pas encore de réponse à vous apporter parce que ils n'ont pas encore eux-mêmes trouvé la réponse. Mais pour les bâtiments qui n'ont pas de SIRET, c'est entre guillemets censé arriver que dans des cas très particuliers, par exemple un ministère. Et si jamais c'est aussi le cas pour vous, vérifiez 2-3 fois, mais normalement, et si c'est quand même le cas, faut attendre parce qu'ils sont en train de plancher sur le sujet. Mais du coup, j'ai pas de réponse malheureusement à vous apporter pour le moment. Alors, j'ai eu beaucoup de questions là, auxquelles j'ai essayé de répondre à l'écrit sur les restaurants d'entreprise, qu'ils soient attenants ou pas à un bâtiment de production. Les surfaces liées aux restaurants d'entreprise sont considérées comme des surfaces tertiaires. Oui, tout à fait. Un restaurant est tertiaire. Là, je le précise à l'ensemble des participants. Alors, j'ai trouvé une question. Alors, c'est un cas particulier, Vianney. Il y a effectivement des usines qui ont mis en place des circuits de visite. Ça se fait beaucoup de plus en plus. Alors, est-ce que les surfaces dédiées aux circuits de visite dans lesquelles les touristes, pour le coup, peuvent déambuler pour observer la production, est-ce que ça va être considéré comme des surfaces tertiaires ou est-ce que ça, on laisse tomber? On laisse tomber. Ouais, le bon sens veut qu'on laisse tomber, quoi. Ouais, le bon sens. Non, mais alors déjà pour moi, c'est déjà une industrie. Hein. C'est pas parce qu'on se balade dans une zone industrielle que, effectivement, un musée c'est tertiaire, mais je pense pas qu'on vous mette dans la catégorie musée pour autant. Non. Et clairement, laissez tomber. Enfin, faites ça vraiment au bon sens. Faut pas se faire pousser des cheveux à l'intérieur de la tête. Hein. C'est vraiment, non. Là, vous considérez ça comme une surface industrielle, et puis surtout, vous amusez pas à calculer la taille d'un couloir, quoi. Ok. Alors une question d'actualité. Une question d'actualité, alors je pense que je pourrais répondre, mais je vous laisse y répondre. Est-ce que les consommations des télétravailleurs sont à intégrer aux consommations d'entreprise? Non. Non, parce qu'elles ne sont pas liées au bâtiment. Non, parce qu'ils sont pas liés au bâtiment, et puis en plus, ils télétravaillent souvent dans des deux logements. Alors après, ça dépend. S'ils télétravaillent dans un espace de coworking, c'est l'espace de coworking en question qui devra l'intégrer. S'il fait plus de 1000 mètres carrés. Oui. Okay. Mais donc, en gros, vous en occupez pas, quoi. Ouais, non, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais encore peut-être prendre une ou deux dernières questions, parce que j'ai malheureusement une autre réunion qui va pas tarder à commencer. Une activité de laboratoire R&D présente dans un bâtiment de bureau tertiaire qui, à lui seul, est assujetti au décret, doit-on prendre en compte la surface du laboratoire dans la déclaration? Alors, un laboratoire est considéré comme une surface tertiaire. Par contre, vous pourrez en sortir éventuellement les machines qui s'y trouvent avec du sous-comptage, si ce sont des machines qui sont spécifiques. Par exemple, j'ai en tête l'INRIA qui a des laboratoires dans ces bâtiments. Et ben, ils sortent la consommation des machines en question. Dans le cadre des travaux d'amélioration pour l'atteinte des objectifs, est-ce qu'on pourra faire appel aux C2E spécifiques au secteur du tertiaire ou est-ce qu'on restera sur les C2E spécifiques au secteur industriel? Ah non, vous faites ce que vous voulez. Les C2E, ils sont spécifiques pas à un secteur d'activité, mais à une action. Donc, si vous mettez cette action et que ça vous fait baisser la consommation assujettie, donc la consommation de la zone tertiaire, quelle que soit la fiche C2E, allez-y, hein, faut pas hésiter. D'accord, donc ça répond partiellement à une question. Qu'est-ce que l'État a prévu comme aide technique ou financière pour accompagner ce déploiement? Aide financière, c'est les aides financières qui sont liées à la mise en place d'actions de performance énergétique. Donc, ça peut être des subventions régionales, ça peut être les certificats d'économie d'énergie, les fameuses C2E, ça peut être des prêts à taux zéro, ça peut être ce genre de choses. Ça fait partie de nos prestations d'ailleurs que de définir les actions, c'est justement les aides que vous pourriez aller chercher.
Et aide technique, ils n'ont rien prévu du tout parce qu'ils savent que, enfin, rien prévu du tout. Il y a quelques webinaires de prévus, mais qui sont pas plus complets que ce que je viens de vous faire. Mais ils comptent bien justement sur le fait que vous fassiez appel à vos bureaux d'études, que vous fassiez appel à des sociétés comme la mienne pour justement participer à la relance. Quand je vous savez tout à l'heure que ils avaient accéléré le déploiement de cette réglementation, justement parce que le bâtiment et tous les secteurs qui sont autour sont des secteurs qui ruissellent énormément d'un point de vue économique et donc font vivre énormément de personnes. En fait, ils veulent que ça participe à la relance de notre économie, justement que d'accélérer cette réglementation. Donc en fait, il faudra les payer pour travailler. Une question concernant l'éclairage extérieur. Est-ce que du coup c'est pris en compte dans la déclaration du décret tertiaire? L'éclairage extérieur qui est sur le bâtiment, physiquement collé sur le bâtiment, oui. Ce qui est sur des candélabres, sur des poteaux au milieu du parking, non. Mais moi, je vous conseille de l'intégrer quoi qu'il arrive, parce que c'est très facile de réduire les consommations d'un éclairage extérieur. Une question concernant l'autorité compétente à vérifier si les sous-compteurs remontent bien les données et en général si les déclarations sont faites dans les règles de l'art, entre guillemets. Alors, c'est l'ADEME qui est responsable de la vérification. C'est une notion hyper importante d'ailleurs, parce que par exemple, pour les audits réglementaires, c'était la préfecture qui devait le faire. Et du coup, il y a eu assez peu de contrôles. Il y en a eu quelques-uns, mais il y en a eu assez peu parce que la préfecture a 10 milliards de choses à faire en trop et que c'était pas un sujet sur lequel elle pouvait passer du temps. Là, c'est l'ADEME qui est rémunérée pour pouvoir le faire. Donc, du coup, ils ont des objectifs un peu comme les contractuels qui sont là pour mettre des amendes dans la rue. C'est de plus en plus des entreprises qui s'en occupent. Là, ça a été, alors là, c'est le bras armé de l'État qui est chargé de le faire, mais qui en a la responsabilité. Et donc, du coup, il y aura, à mon avis, beaucoup plus de contrôle. Donc, c'est l'ADEME qui va faire. Après, qui doit vérifier si votre compteur marche. Je pense pas qu'ils aillent jusque-là. Par contre, ils vont faire ce qu'on appelle des statistiques, pour pouvoir vérifier que les déclarations ne sont pas aberrantes. Donc, s'il y a un problème dans vos déclarations, ils vont venir vous voir et vous dire c'est pas possible, vous avez déclaré beaucoup trop ou pas du tout assez. Montrez-nous les preuves, et si la preuve c'est j'ai un compteur, et dans ces cas-là, vous dire faites étalonner votre compteur et apportez-nous la preuve qui est bien étalonnée. On a une question particulière sur l'utilisation de la chaleur fatale en industrie pour l'utilisation du chauffage des bâtiments administratifs, donc des zones tertiaires. Quelque part, là, on est dans de l'autoconsommation d'énergie produite, donc ça fait baisser les consommations. Donc quelque part, ça rentre pas dans le compte de la modulation puisque ça fait baisser les consommations de la partie tertiaire, tout simplement. Ah ben c'est top. C'est comme si vous aviez un système de chauffage gratuit en fait. Donc ce système de chauffage va venir diminuer votre consommation énergétique et donc c'est une super activité. C'est presque une chance qu'ont les industriels qui peuvent utiliser cette chaleur fatale pour pouvoir chauffer les bureaux, parce que ça vous fait clairement passer en dessous diminuer vos consommations. Alors peut-être pas en dessous de la valeur absolue, mais il y a des chances que ça aille en dessous de la valeur absolue. Parce que le chauffage est un gros poste de consommation. D'accord. Peut-être une dernière question. Après, malheureusement, je devrais vous laisser. Par contre, n'hésitez pas à contacter mes ingénieurs. Vous envoyez une. Je vais vous remettre l'adresse. C'était pas la mienne. C'est la mienne, mais au pire, je transférerai. Mais sinon, vous envoyez un mail à contact@citron.io et je transférerai, ou alors à v.raskin@citron.io. Je transférerai le mail soit je vous répondrai directement, soit je transférerai le mail à un ingénieur spécialisé qui pourra vous y répondre. Et on se fera un plaisir de réfléchir avec vous à vos problématiques spécifiques et à répondre à vos questions. Nous, on est très content de pouvoir échanger avec des clients potentiels et deux, avec des personnes qui travaillent qui ont les mêmes problématiques que nous. Ok, Arthur, je te laisse poser la dernière question à Vianney, et puis nous, on continuera un petit peu. S'il y a d'autres questions, on essaiera d'y répondre, bien entendu. Alors, comment calculer la consommation relative aux surfaces tertiaires pour l'année de référence quand il n'y a pas de sous-compteur, sachant que 98% de la consommation énergétique est dédiée aux zones secondaires? Alors, vous avez 3 façons de faire qui sont hiérarchisées. La première façon de faire,
c'est d'installer du compteur et de prendre la première année de consommation. La deuxième façon de faire, c'est de prendre vos factures d'un côté et prendre un boîtier de mesure comme le Plug & Watch, qui est le boîtier de mesure qui va venir instrumenter votre bâtiment pendant une semaine pour avoir la répartition de vos consommations entre tertiaire, pas tertiaire. Et vous allez extrapoler les résultats de cette prise de mesure sur une période considérée comme représentative et sur l'ensemble de l'historique que vous avez en termes de facturation. Donc, en gros, vous allez faire des mesures ponctuelles pour pouvoir extrapoler, simuler et extrapoler cette répartition dans les années passées. Et la dernière, qui est beaucoup plus vague, mais sur laquelle il faut faire beaucoup plus attention, il parle de simulation des consommations énergétiques avec une méthodologie cohérente et je sais plus quoi. Donc, en gros, on pourrait entendre STD là-dedans, on pourrait entendre plusieurs choses. En gros, c'est si vous faites appel, moi, la traduction que j'en entends, c'est si vous faites appel à un bureau d'études qui est prêt à porter la responsabilité de la répartition qu'il fait et qui, du coup, sera amené à devoir en justifier de la cohérence devant un organisme de contrôle, alors, si l'organisme, enfin, si le bureau d'études en question, enfin, en fait, c'est plus vous qui portez la responsabilité, c'est le bureau d'études. Et du coup, c'est le bureau d'études qui risque de se faire taper sur les doigts. Mais du coup, c'est bien cité dans le texte de loi, il y a 3 façons de faire: instrumentation, sous-comptage ponctuel et simulation, mais de manière beaucoup plus vague. Alors, ça me permet de rebondir pour repréciser des choses, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui effectivement considèrent la partie de leur bureau tertiaire comme dans la part de consommation d'énergie comme minime, voire quasiment inexistante. Mais malheureusement, par rapport au décret tertiaire, si vous avez des surfaces de plus de 1000 m², même si ce volume de consommation de la partie tertiaire est minime, vous êtes quand même soumis au décret tertiaire. Et le fait d'être ISO 50001, parce qu'on nous pose souvent la question, ne change strictement rien à ce jour. Après, peut-être que les causes de royaume de la loi changeront les choses, mais à ce jour, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Oui, tout à fait, et je pense même pas que ça change d'ailleurs, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la consommation paraît minime pour vous parce que vous avez des consommations colossales à côté sur la partie industrie, mais la consommation de votre bâtiment tertiaire, en fait, n'est pas forcément petite. Elle est petite en proportion par rapport à votre consommation industrielle, mais vous avez qu'à la regarder en proportion par rapport à la consommation de votre maison ou de votre appartement. Vous la trouverez pas si petite que ça. Hein. Ok, bah écoutez, c'était peut-être le mot de la fin du coup. Je suis vraiment désolé, mais j'ai une réunion qui commence dans 10 minutes et j'ai le temps de trajet pour y aller. Du coup, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup à vous, Vianney, d'être venu nous renforcer ce webinaire pour qu'on soit dans le pratico-pratique. On voit qu'il y a encore beaucoup d'interrogations. Bon, les textes mettent en place tranquillement. On vous laisse y aller. On vous remercie beaucoup de votre participation. Donc, vous avez bien compris pour les participants que vous pouvez aussi contacter donc la société Citron directement. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui le veulent, à nous reposer des questions. On va rester nous en ligne encore quelques minutes si vous avez encore des questions. Vianney, on vous laisse y aller. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Juste un dernier petit point parce que oui, merci beaucoup. Un dernier petit point, n'hésitez pas à aller sur notre site internet citron.io, il y a un onglet qui s'appelle réglementation, vous cliquez sur décret tertiaire et tout en bas, vous avez ce qu'on appelle une foire aux questions. Donc, et la plupart des questions qui ont été posées aujourd'hui ont une réponse dans cette foire aux questions qui est ici, vous voyez, FAQ. Et donc là, vous avez vous voyez, qui est assujetti, comment on détermine ses objectifs, les données, etc. Vous cliquez sur là où vous voulez aller, sur le type de questions. Après, vous les avez ici qui sont appelées et vous avez les réponses à toutes ces questions avec la citation du texte de loi qui correspond, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller dessus. Ça répond déjà à beaucoup des questions qui pourraient être posées. Et on vous a mis d'ailleurs, on vous a mis en téléchargement quand vous quitterez ce webinaire le guide du décret tertiaire qui a été élaboré par les équipes de Vianney, ainsi qu'un petit document sur le décret tertiaire en 10 questions et une petite fiche de présentation sur le site Opérate. Donc vous aurez la possibilité de télécharger les documents dont la plupart ont été élaborés par Vianney et toutes ses équipes. Merci beaucoup. Bon, parfait. Eh ben, merci beaucoup. À très bientôt, Vianney. Bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt. Alors nous, on va rester en ligne. Pour ceux qui ont encore quelques questions à poser, si Arthur, tu as encore des questions à poser, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Oui, alors j'en ai une là. Les actions de baisse d'émissions carbone semblent être des actions
entre guillemets, acceptée par l'ADEME. Quel est l'objectif de cette réglementation? Baisser les émissions carbone globales ou énergétiques seulement? La question sous-jacente à ça, c'est est-ce que acheter de l'énergie verte 100% renouvelable, ça pourrait être une action d'amélioration Alors malheureusement, pour l'atteinte des oui, objectifs? au regard du décret tertiaire, malheureusement non. Là, aujourd'hui, le décret ne regarde que les consommations d'énergie finale, les consommations qui vous sont facturées. Donc, vous l'aurez compris, on l'a précisé tout à l'heure, à partir du moment où vous allez autoconsommer de l'énergie, que ce soit de la récupération de chaleur fatale ou de l'énergie qui est produite par des panneaux photovoltaïques, elle viendra bien descendre des consommations qui aujourd'hui vous sont facturées. Donc ça rentre, ça bénéficie à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Par contre, que vous ayez acheté de l'électricité, alors je vais faire vraiment le grand écart, 100% nucléaire ou que ce soit un contrat d'énergie verte, ça ne changera strictement rien au fait que vous devez baisser vos consommations. Ce critère, entre guillemets, ne rentre pas en ligne de compte. Alors, effectivement, c'est une remarque qui est souvent faite. Voilà, bon, après, c'est pas moi qui ai écrit la loi, mais en tout cas, clairement, effectivement, la nature de l'énergie ne rentre pas en ligne de compte. Donc, à partir du moment où c'est vous qui la produisez, oui, vous l'autoconsommez, pas de souci. Mais sinon, voilà, c'est le seul avantage d'avoir, entre guillemets, des énergies vertes dans les mains. Mais un contrat d'énergie verte ne suffira pas. Alors, l'esprit de la loi, c'est pourquoi? C'est pour pas, entre guillemets, inciter les gens à se dire, bah, puisque j'achète de l'énergie verte, ou de l'énergie qui vient du photovoltaïque, bon, bah, je peux en consommer plus parce que voilà. Donc la loi, elle regarde vraiment à baisser les consommations d'énergie. C'est vraiment l'objectif, très clairement. Autre question, si on a des endroits de stockage à l'extérieur du site, par exemple location d'emplacement externalisé, est-ce qu'on doit les intégrer à sa déclaration ou c'est le propriétaire des locaux loués qui le fait? Et ben là, on rentre dans la relation propriétaire-locataire. Si c'est un stockage de produits finis de plus de 1000 m², donc il est soumis au décret tertiaire. Et là, je dirais, bah, c'est à se causer avec le propriétaire de qui fait la déclaration pour que ça soit raccord. Ça, c'est exactement comme la location des bureaux, hein, mais de toute façon, plus de 1000 m² de produits finis, vous l'avez compris, c'est soumis, il faut faire la déclaration. Donc après, c'est à se répartir les rôles entre le propriétaire et le locataire. Mais la loi, vous ne trouverez pas dans le texte de loi quelque chose qui vous dit comment faire. Donc c'est vraiment des choses à écrire ou à réécrire dans le bail. Alors, comment faire pour un agrandissement de bâtiment avec sous-compteur actuellement, mais pas de sous-comptage dans l'année de référence, avant travaux? Est-ce que vous pouvez répéter la question, monsieur Arthur, s'il vous plaît? Je peux faire ça. Comment La faire? reformuler. Alors, comment faire quand tu agrandis ton bâtiment et que tu installes des sous-compteurs Oui. au cours de ces travaux, mais que pour ton année de référence, tu n'avais pas les sous-comptages? Comment tu intègres ça dans ta déclaration sur Opérat? Alors, quand on n'a pas de sous-comptage dans le cadre de l'année de référence, ça veut dire qu'on va retenir une méthode qui va être soit au prorata des surfaces, soit parce qu'on est capable d'identifier les puissances en jeu et de faire un calcul qui reste un calcul du bureau d'études assez théorique, qui va permettre de justifier la méthode dont on a. En fait, voilà, ce qu'il faut amener devant le législateur, c'est la méthodologie qu'on a utilisée. Et quand on n'a pas de sous-comptage, s'il n'y avait pas de sous-comptage à cette époque-là, il va falloir très certainement faire des hypothèses, hein. Alors ça ne sera pas une science exacte, hein, on est bien d'accord, mais à partir du moment où les hypothèses sont fondées, logiques, cartésiennes, il n'y a pas de problème. Après, une fois que le sous-comptage est là, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Là, on voit tout l'intérêt, entre guillemets, d'avoir mis du sous-comptage dans les différentes entreprises pour séparer les parties tertiaires des parties secondaires et même dans des activités tertiaires, de pouvoir mesurer aujourd'hui pour chaque utilité quelle est la consommation qui est liée. Là, on voit tout l'intérêt que peut avoir l'automatisation du sous-comptage aujourd'hui.
Mais par contre, pour ce qui n'aurait pas été sous-compté par le passé, on peut pas remonter en arrière, eh bien, on va le faire au prorata des surfaces ou par des calculs, parce qu'on sait les puissances qui étaient installées à ce moment-là, leur répartition, et là, on est capable de l'amener, mais par calcul, pas par mesure. Alors, une question, c'est année de référence plus première année de déclaration, pardon, l'ensemble est repoussé en septembre 2022. Est-ce que c'est bien ça? Alors oui, pour un phénomène très simple, de toute façon, c'est que la plateforme, elle est pas prête. Il y a eu du retard. Je peux vous donner à peu près le nouveau planning de déploiement de la plateforme. Bon, aujourd'hui, alors si vous allez sur Opérate, le site internet, il existe. Vous pourrez même créer un compte. Voilà, mais ça ira pas plus loin. À partir normalement du 31 décembre de cette année, là, ça va commencer à beaucoup plus s'étoffer avec la possibilité de vraiment commencer à importer des données de consommation, des choses comme ça. Alors sous réserve, voilà, qui ne reprennent pas de retard. Et vous pourriez normalement, à partir du 1er avril 2022, commencer à saisir les données de référence, donc là, à saisir les consommations de référence et à rentrer un peu dans les calculs des objectifs. Voilà. Ça, c'est les données, les dernières informations qui nous ont été données par l'ADEME. Mais du coup, au niveau légal, vous n'avez rien à déclarer pour le 30 septembre de cette année. Voilà. Tout est repoussé, que ça soit le choix de l'année de référence. Le premier report qu'il y avait eu, effectivement, c'était sur le choix de l'année de référence. Et là, le report qu'il y a eu, faute de disponibilité de la plateforme, c'est la création des bâtiments et les consommations qui auraient dû être déclarées. Alors, ce qui veut quand même dire que la déclaration de l'année 2020 qui aurait dû être faite cette année sera faite l'année prochaine. En 2022, vous aurez 2 années à déclarer, 2021 et 2020. La réglementation parle d'objectifs par bâtiment et d'un objectif global pour le patrimoine. Les bâtiments peuvent apparemment se compenser les uns aux autres. Comment ceci est défini précisément? Peut-on choisir quel bâtiment compenser? Alors, là, c'est dommage que Vianney est parti. Alors, effectivement, on peut raisonner à l'échelle d'un parc. Et d'ailleurs, quand vous pouvez le faire, je vous invite à le faire. Parce qu'effectivement, vous pourrez raisonner de manière globale. Si une même entité fonctionnelle a plusieurs bâtiments, donc voilà, alors là, quand on parle à l'échelle d'un parc, on parle bien sur des unités foncières qui sont différentes. Il y a des bâtiments sur lesquels vous allez très vite atteindre les objectifs, pouvoir faire mieux. Et ce mieux, vous pourrez le capitaliser et pouvoir l'affecter, entre guillemets, ça vous donne un quota de kilowattheure par mètre carré, que vous pourrez affecter à des bâtiments sur lesquels, là, ça va être beaucoup plus compliqué d'agir. Alors après, techniquement, vous dire comment ça se met en musique, je ne suis pas en mesure de vous y répondre. Mais par contre, à l'échelle d'un parc, ça se travaille et ça se travaille avec des professionnels. Mais en tout cas, voilà, vous aurez la possibilité de récupérer un, un delta positif pour le ramener sur des bâtiments où c'est plus compliqué. Donc ça, c'est très intéressant effectivement à faire, plutôt que de raisonner bâtiment par bâtiment, parce qu'il y a des bâtiments sur lesquels on sait que ça va être quasiment impossible d'arriver à la conformité du décret tertiaire. Il ne faut pas se cacher il existe dans le pays des passoires énergétiques où ça va être très très compliqué. Est-ce que l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation de transstockeurs ou de magasins automatiques est à prendre en compte dans la déclaration? Eh bien, j'ai envie de vous dire que si ces magasins automatiques, ces transstockeurs sont liés à des produits finis, là c'est vraiment la nature de la surface, oui, parce que on est dans un bâtiment dit tertiaire. Par contre, si votre transstocker sert à stocker des pièces qui sont en cours ou on est en plein milieu de la production, là, cette consommation-là, elle est liée à la production, elle n'est pas liée à une surface tertiaire. Vous l'aurez compris, une fois qu'on a identifié si oui ou non on est dans une surface tertiaire, ben on va regarder dans cette surface-là tout ce qui se passe.
il y a du chauffage, il y a de l'éclairage, il peut y avoir effectivement ce type de transstocker qui augmente la consommation électrique. Donc là, on est tout à fait dans de la logistique pure et dure qui rentre dans le décret tertiaire. Après, c'est d'affecter à ces surfaces tertiaires les consommations qui y sont liées. Alors après, je vous dirais, allez peut-être pas jusqu'à mettre la consommation électrique de la filmeuse voilà, si c'est à rajouter, bon, voilà. Après, de toute façon, si c'est qu'un entrepôt logistique et que vous avez des filmeuses, votre consommation des filmeuses, elle est dedans, et vous embêtez pas à l'enlever, ça représentera plus de travail que le bénéfice que vous en aurez par rapport au décret, quoi. Un bâtiment ouvert ne servant que pour du parking est-il soumis à ce décret? Alors tout dépend de la gestion du parking, hein, comme vous l'a dit Vianney, hein, tout ce qui est parking en exploitation tertiaire, dont c'est l'activité, oui. Alors maintenant, parking couvert, là je botte un peu en touche, on regardera et on vous répondra par la suite, parce que c'est vrai que sur les parkings, il y a un grand débat, et alors là c'est difficile, et là ça sort de mon champ de compétences. J'ai envie de vous dire que de toute façon, sur un parking couvert, là comme il est là, c'est un bâtiment ouvert, même si vous le déclarez, je vois pas trop en action ce qu'il y aurait à faire, quoi, hein, parce que je vois bien à peu près la configuration. Vous aurez il y a peut-être pas de consommation liée, pas d'éclairage, pas de choses comme ça. Donc le plan d'action, il va être vite fait, hein. Donc après, ça sera modulé par les indicateurs d'intensité d'usage, très probablement. Alors, sur un site industriel avec 8 zones tertiaires identifiées et chauffées par de la vapeur industrielle mais sans comptage, comment dans ce cas-là on fait pour déterminer son année de référence? Alors, si j'ai bien compris, là, on parle de surfaces tertiaires qui sont chauffées Par vapeur industrielle. par vapeur industrielle, donc on n'a pas de facture de consommation d'énergie. Comment on fait pour prendre l'année de référence? On prend l'année de référence qui nous semble être la plus facile. Parce que bon, il y a pas que le chauffage, hein, même si l'éclairage peut être très 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 minime par rapport à ça, j'en conviens. Faut choisir l'année où on a le plus de consommation à affecter, ramener à la rigueur climatique. Mais quelque part, là, comme c'est de l'énergie que vous ne payez pas, vous l'aurez compris, hein, toute l'énergie qu'on utilise et qu'on ne paye pas, c'est quelque chose de très 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 favorable dans le cadre du décret tertiaire. À partir du moment où on ne la paye pas. Mais là, pour le coup, c'est plus difficile à choisir l'année de référence, mais entre guillemets, vous risquez pas trop de vous tromper sur l'année de référence. Parce que vous aurez un niveau de consommation que vous preniez sur les 10 dernières années qui sera voilà, un pouillème près quasiment identique, quoi. Alors à moins que vous ayez que des néons, vous êtes passé en LED, bon bah prenez l'année où il y avait encore les néons, quoi. Si deux bâtiments différents ayant deux propriétaires différents sont sur la même unité foncière, est-ce que les propriétaires déclarent séparément leurs bâtiments sur Opérate? Ils sont sur la même unité foncière. Alors est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas dans le cadre quand même d'une sorte de copropriété? Alors là, je suis pas juriste et spécialiste de l'immobilier, mais on se retrouve presque dans la configuration d'une copropriété. Après, j'ai envie de vous dire que dans ce cas-là, à partir du moment où chacun a son point de livraison, le plus simple, effectivement, c'est que chacun fasse sa déclaration. Hein, là, pour deux propriétaires de bâtiments qui seraient soumis, ça sera beaucoup plus simple que chacun fasse ses déclarations, que chacun engage son plan d'action, puisque là, on est sur deux propriétaires différents, donc voilà, il y aura bien deux personnes différentes qui feront les travaux qui seront à mener. Donc là, le plus simple, c'est que chacun fasse sa déclaration, effectivement. Écoute, on a à peu près fait le tour des questions.
Ah, il y en a qui arrivent juste au moment où je dis ça. Alors, si au bout d'un ou 2 ans, on se rend compte que l'année de référence prise en compte est défavorable, pourra-t-on en changer? Ah, est-ce qu'on pourra changer son année de référence? Alors là, je saurais pas vous répondre. Je crois que oui, mais je n'en suis pas sûr. Euh, parce que à un moment donné, s'amuser à changer l'année de référence toutes les 5 minutes, je pense pas que le législateur va bien apprécier. D'où l'énorme travail qu'il y a à faire en amont quand même pour bien la choisir. Quand on insiste sur la collecte des données, l'importance de travailler en amont avant de rentrer tout ça dans l'opérat, c'est qu'effectivement, l'année de référence, elle est très stratégique, puisque c'est à partir de celle-ci qu'on va appliquer la, la consommation en valeur relative. Après, si vous travaillez en valeur absolue, j'ai envie de vous dire, voilà, après, c'est l'atteinte de l'objectif en valeur absolue. Euh, Votre année de référence, elle est moins importante. Elle est moins importante. L'année de référence, elle va vraiment servir quand vous aurez retenu la valeur relative comme guide dans votre démarche. Il va être demandé aux entreprises de mettre en place d'ici 2025 une borne de charge pour voitures électriques ou hybrides pour 20 places de parking. Oui. Devra-t-on déclarer les consommations électriques liées à ces bornes? Alors, je suis content de l'avoir parce que je l'attendais un peu, cette question-là. Alors, c'est la seule consommation que vous pourrez déduire de vos consommations, puisqu'effectivement, quand on met à charger des véhicules électriques, personne n'ignore que ça crée une consommation de l'autre côté, puisqu'il faut bien que la voiture aille pomper son énergie quelque part. Donc forcément, ça augmente le niveau de consommation du bâtiment qui serait soumis au décret tertiaire. Donc ça, c'est prévu dans Opérat, c'est prévu dans la loi. Ces consommations-là sont déduites pour ne pas vous pénaliser, parce qu'effectivement, on vous oblige à mettre en place de la mobilité durable, de la mobilité verte, vous appelez ça comme vous voulez, donc il ne faut pas que ça vienne vous pénaliser sur vos consommations. Donc celles-ci, elles seront déduites, elles n'entreront pas en ligne de compte. Est-ce que les valeurs absolues, les objectifs varient entre 2030, 2040 et 2050? En valeur absolue, j'ai envie de vous dire, j'espère que non. J'espère que la loi va prévoir que ces valeurs sont les bonnes à atteindre pour 2030, 2040 et 2050. Enfin bon, voilà, je crois qu'il faut déjà qu'on regarde à 2030 hein, ce qui va avoir à se passer, parce que bon, 2030, ça va venir vite, ceci dit. Euh, Mais j'espère que les règles du jeu vont pas changer en cours de temps parce que alors, la loi a quand même des clauses de revoyure annuelles, hein, donc il y aura certainement des adaptations qui seront faites parce qu'aujourd'hui il n'existe aucune jurisprudence, il n'y a pas de recul, donc je pense que en fonction de l'évolution des choses, s'il y a des situations où l'État se rend compte que c'est vraiment pas possible, il y a des choses qui seront faites. Hein. Je pense qu'il y a quand même des boutons qui seront un peu corrigés au fil des années. Mais j'ai envie de vous dire que de changer les règles de calcul, là, ce serait pas cool. Parce que quand le plan d'action il sera défini pour l'atteindre, si à un moment donné vous faites l'action, la règle de calcul elle change. Après voilà, je ne peux pas le garantir, je ne suis pas le ministre en charge du dossier. Comment les contraintes sanitaires sont considérées? Par exemple, la ventilation forcée de certains locaux pour raison Covid. Alors ça malheureusement je pense que ça n'a pas été du tout pris en compte par le législateur. Effectivement, on vous a demandé de surventiler vos bureaux. Euh, alors comme de toute façon on est sur des années qui ne seront pas possibles de reprendre en année de référence, quelque part, ça ne va pas rentrer en ligne de compte. Votre année de référence, la loi prévoyait de la prendre entre 2010 et 2020, et quand elle n'est pas représentative l'année 2020 d'une activité normale, elle sort du champ. Donc en fait, le choix de l'année de référence se réduit de 2010 à 2019, à ces 9 années. Donc du coup, là, vous voyez qu'on ne sera pas impacté par la surventilation liée
aux années Covid, on va dire, qui vont représenter 2020-2021. Alors c'est sûr qu'on aura la consommation 2020-2021, elle sera peut-être un peu supérieure pour ceux qui ont eu une activité normale. Après, ce qu'on verra, c'est que, voilà, en espérant qu'on va en sortir définitivement de ce mal et qu'on n'aura plus besoin de surventiler, donc du coup, ça va se tasser, on va revoir les consommations qui vont baisser. Vous l'aurez compris, l'essentiel étant d'être en phase en 2030. C'est en 2030 qu'on commence à tirer le premier trait. Alors vous aurez l'attestation, je crois, à partir de la déclaration des consommations de l'année 2022. Au départ, vous n'aurez pas la déclaration avec les 3 feuilles et qui vous donne le niveau de performance de votre bâtiment là sur les 2 premières années. Ça fonctionnera pas. Enfin, c'est pas que ça fonctionnera pas, mais voilà, c'est considéré comme non avenu. Et seulement après, vous l'aurez. Mais voilà, bon, après, vous avez une surconsommation sur 2020-2021 peut-être, et puis ça va se recorriger. Voilà. Alors après, si la situation des surventilations devait durer, là, pour le coup, il faudra peut-être que le législateur se penche sur la question. Est-ce qu'un garage automobile adjacent au bâtiment de bureau est à prendre en compte? Est-ce qu'un garage automobile est considéré comme une activité tertiaire? Déjà, c'est une bonne question. Mais comme c'est du service, j'aurais tendance à dire que oui. Et donc, s'il y a des bureaux à côté, que l'ensemble fait plus de 1000 mètres carrés, oui. Alors, de manière générale, les concessions automobiles qui ont des surfaces de vente, des choses comme ça, seront, à partir du moment où les surfaces dépassent 1000 mètres carrés, seront concernées. J'en profite d'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans le commerce. Si vous ne connaissez pas votre surface de plancher, vous pouvez prendre la surface commerciale utile comme référence. À quelle date seront publiés les arrêtés modificatifs du 10 avril 2020, valeur absolue plus complet que celui actuel, et comment choisir l'année de référence valeur absolue s'ils ne sont pas sortis? Alors, si je le savais, donc vous l'avez compris, ils sont en cours de relecture. Ils étaient prévus pour juin, ils vont pas paraître en juin. Les dernières infos qu'on a eues quand il y a eu le webinaire public du ministère il y a une dizaine de jours, a priori, le prochain arrêté paraîtrait en septembre. Donc, puisqu'on en attend encore 2, des arrêtés valeur absolue. Donc, a priori, le premier en septembre, et on peut, je pense, espérer avoir le dernier avant le mois de décembre. Alors là, c'est pareil, je ne garantis rien, parce qu'on nous avait parlé de juin, donc vous aurez compris qu'il y a quand même beaucoup de retard qui est pris sur l'apparition de ces données. Bon, là, le prochain, a priori, est en relecture, donc il sera pas, l'apparition pour septembre du prochain, ça, a priori, ça sera tenu. Un quai de chargement couvert, clos et non chauffé des produits finis est-il concerné? Alors là, tout dépend de sa surface. Pareil, bon sens. Si vraiment le quai de chargement il est énorme et qu'il est vraiment, alors, et s'il est intégré dans un entrepôt voilà, s'il colle l'entrepôt de logistique qui lui-même est soumis, là on va être dans quelque chose qui sera assez similaire. Bon après, si c'est quelques mètres carrés, j'ai envie de vous dire non. Mais je répète ce qu'a dit Vianney, dans les cas où vous avez des doutes, passez par un professionnel qui va vous faire un état des lieux des surfaces tertiaires, parce que au moins vous serez dédouané de la responsabilité d'avoir dit que telle ou telle surface ne l'était pas. Alors, surtout dans le cas où ça serait cette surface qui vous fait basculer à l'assujettissement du décret tertiaire ou pas. Parce que franchement, si vous dépassez déjà de loin les 1000 mètres carrés, l'enjeu n'est pas du tout le même. Par contre, effectivement, si c'est cette surface sur laquelle vous vous questionnez qui, en fonction de son intégration ou pas dans votre somme de surface, c'est celle-là qui vous fait basculer à l'assujettissement au décret tertiaire, là, il vaut mieux le faire vérifier. Après, il y aura les services de l'État. Normalement, l'ADREAL sera en charge quand même derrière de l'instruction de tout ça. Ça va dépendre de chez eux au niveau local. Vous pourrez les interroger aussi le moment venu. Ils vont être formés, je pense. Donc,
Alors, si l'année de référence est 2010 et que par exemple des travaux, différents travaux ont été réalisés et qui permettent d'atteindre déjà 60% d'économie, quelles seraient les tâches à réaliser dans ce cas-là? Bah rien, si j'ai bien compris la question. Si vous choisissez une année de référence antérieure à des travaux de rénovation énergétique et que ces travaux de rénovation énergétique vous ont permis de faire 40, 50, 60% d'économie d'énergie, bah vous êtes conforme au décret tertiaire. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Hein, c'est que tout ce que vous avez déjà fait de manière antérieure à 2010, en gros, si vous avez fait des gros travaux de rénovation entre 2010 et 2019, votre année de référence, elle se situe très certainement, quasiment sûr, même certain, avant la réalisation de ces travaux. Comme ça, ces travaux, tous les bénéfices de ces travaux, vous en bénéficiez. Et même si vous n'ont pas permis d'être encore conforme, c'est-à-dire que vous aurez déjà fait un petit bout du chemin. C'est-à-dire qu'au moment où vous commencez à rentrer dans le parcours du décret tertiaire, vous avez déjà, alors là dans votre cas, moins 60%, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes conforme au décret tertiaire. Et j'ose espérer que un grand nombre d'entre vous, ça sera ce cas-là. Euh, les bâtiments, on disait des bâtiments HQE, BBC, vous allez travailler en valeur absolue. Les valeurs absolues qui vont être données, elles sont, elles vont contribuer puisque elles sont quand même pas données de manière, elles sortent pas du chapeau. Hein. C'est quand même fait par des professionnels. Donc ces bâtiments-là, normalement, il y aura rien à faire parce que les consommations, si elles sont en rapport, parce que bon, parfois on fait des bâtiments BBC et puis on se rend compte qu'à l'exploitation, les consommations ne sont pas tout à fait celles qu'on attendait. Mais si les consommations sont bien celles d'un bâtiment BBC, il n'y a pas de souci. Vous serez conforme au regard des arrêtés valeur absolue. De toute façon, l'atteinte en valeur absolue, j'ai répondu tout à l'heure à une question par écrit où on me demandait si on pouvait changer entre guillemets de méthode de calcul entre valeur absolue, valeur relative, parce que ça a beaucoup de changer au fil des années. J'ai envie de vous dire, de toute façon, le calcul en valeur absolue est toujours moins contraignant quasiment qu'en valeur relative. Donc, comme vous prendrez l'objectif le plus facile à atteindre, une fois qu'il a été calculé, cet objectif, logiquement, vous n'allez pas revenir dessus. Ou alors, c'est qu'il a été mal calculé. Alors après, qu'il y ait des paramètres qui changent, ça ok, c'est ce qui va donner la valeur que vous atteignez en fonction des intensités d'usage, des modulations techniques qui vont être faites. Ça, c'est un autre registre. Mais évitez de Alors, changer de méthode de calcul, parce que sinon, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. on a justement une question sur valeur absolue et valeur relative. Les valeurs absolues doivent être déjà atteintes en 2030, alors que pour l'objectif relatif, il y a un phasage entre 2030, 2040 et 2050. Il n'y a donc pas de phasage pour l'objectif en valeur absolue. L'objectif à atteindre est le même, que ce soit 2030, 2040, 2050. Si on choisit l'objectif en valeur absolue, on a donc moins de temps pour atteindre l'objectif final qui sera en 2030. Est-ce que ça te paraît correct comme affirmation? Bah, vu comme ça, oui, à partir du moment où je l'ai dit qu'il ne change pas les règles du jeu. S'il compte changer les règles du jeu en 2030 et aller encore plus loin, vous l'aurez compris que non. Après, voilà, c'est entre ce que moi je pense et la réalité là, pour le coup. Mais effectivement, regardez comme ça. Après, parce qu'en valeur relative, moins 40%, c'est quand même pas rien. Hein. Ouais, je veux dire, ouais, j'ai du mal à affirmer ici que celui qui va retenir une baisse de moins 40% sera privilégié par rapport à celui qui va travailler en valeur absolue, qui se sera rendu compte que c'est, en tout cas que l'objectif n'est pas de moins 40%, mais qu'il est plutôt de moins 15%, parce que la différence, elle peut être de cet ordre-là. Hein. Parfois, on est souvent en valeur absolue à des baisses par rapport à ces consommations actuelles qui seront de moins de 20%. Hein. Alors donc vous dire que on privilégie dans ce cas-là celui qui va travailler en valeur absolue,
pas sûr que ce soit le cas, hein. On y va par palier, hein. Alors, sachant qu'il y a quand même une chose qu'il faut bien se mettre en tête, et vous l'avez rapidement vu tout à l'heure sur la présentation de Vianney, c'est que pour avoir les 3 petites feuilles, c'est-à-dire d'être au top du décret tertiaire, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'atteindre les objectifs en valeur relative. Moins 40, moins 50 et moins 60. Là, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, vous resterez sur 2 feuilles. Vous serez conforme, vous aurez respecté vos valeurs absolues par rapport à votre métier, par rapport, voilà, et vous n'aurez que les 2 feuilles. Alors, dans beaucoup de cas, ça n'a aucune importance. Un industriel ne loue pas ses bureaux, un lycée ne loue pas ses locaux, les hôpitaux, c'est pareil. J'ai envie de vous dire que tous ces gens qui exploitent directement pour leur propre activité, la notation 1, 2, 3 feuilles n'a pas beaucoup d'importance. Bon, par contre, quand vous êtes propriétaire de surface tertiaire que vous allez mettre à la location, là, effectivement, demain, on va vous comparer entre vous et ça risque de bouleverser un peu le montant des loyers parce que les gens qui loueront des bureaux préféreront aller dans des bureaux qui ont 3 feuilles ou 2 feuilles parce qu'ils seront plus performants au niveau énergétique, ça veut dire moins de coûts d'exploitation. Ça, c'est clair, net et précis. Des bureaux utilisés par des conducteurs de travaux dans le cadre d'une entreprise de travaux publics sont-ils concernés? Alors là, alors après, conducteur de travaux. Là, j'hésite à répondre. Alors, s'il y a moins de 1000 mètres carrés, ça c'est clair, c'est non. Ça c'est facile à répondre, hein, quel que soit le. Par contre, conducteur de travaux, je suis pas sûr que ce soit considéré. Bon, ça aurait été les concepteurs des chantiers, type bureau d'études et tout ça. Ça, c'était sûr que c'était oui. Pour des bureaux de conducteurs de travaux à plus de 1000 mètres carrés, là, je botte en touche et on regardera ça parce que là, je ne sais pas vous répondre. Alors, en cas de choix de l'objectif en valeur absolue, la date limite pour la réduction de la consommation est 2030 et non pas 2040 ou 2050. En valeur absolue? Oui. Oui, c'est un peu ce qu'on vient de dire à l'instant. Ok. Alors, c'était peut-être pas une question d'ailleurs, c'était peut-être quelqu'un qui Si, venait à mon si, secours. c'était une question. Mais Pardon. non, l'état actuel des textes, j'ai envie de vous dire, moi je le vois comme ça, hein. Après, je vous dirais, concentrons-nous déjà sur ce qu'on doit faire d'ici à 2030, ce qu'on doit déjà faire d'ici à l'année prochaine, hein, c'est-à-dire commencer l'état des lieux. Ce report, c'est vraiment à la fois une bonne nouvelle parce que effectivement, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas prêtes. Vous voyez, il nous manque des arrêtés, la plateforme n'était pas prête, et que ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe chez tout le monde. Par contre, ça n'empêche que ça reste un sujet chaud d'actualité, qui a énormément de travail à faire, qu'il va falloir y dédier des moyens humains en interne. Et très certainement aussi des moyens budgétaires, hein, parce que s'il y a des campagnes de mesures à faire, s'il y a des sous-compteurs à installer, s'il faut faire travailler des prestataires de type bureau d'études pour vous aider, tout ça, voilà, il va falloir l'inscrire au budget. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut, je dirais, jauger de quels besoins humains, financiers on va avoir, parce que ça reste quand même ça reste un gros travail. Et j'ai envie de vous dire, même pour quelqu'un qui n'a qu'un seul bâtiment, hein, parce qu'après la méthodologie est un peu la même, hein, donc franchement, il faut pas se dire, comme on a un an de plus, on verra ça l'année prochaine. Allez hop, je comptais m'y mettre maintenant, mais là on vient de me donner la bonne nouvelle que c'est reporté d'un an. Non. Mettez à profit ce temps que l'État vous laisse en plus pour y aller de manière un peu plus zen, quoi, hein, parce que si l'État avait pas décalé, là ça se serait fait dans la douleur.
Donc là, ça peut se faire de manière beaucoup plus décontractée. Il y a quand même beaucoup de données à aller rechercher, beaucoup de choses à analyser. Il y a aussi, pour certains d'entre vous, du juridique, hein, quand on est dans des histoires de propriétaires-locataires. Donc il faut à la fois voilà, des gens compétents en énergie et il faut des gens compétents au niveau juridique qui pourront vous guider pour réécrire le bail qui vous unit entre propriétaires et locataires. Ça, c'est important. Ok, bah écoute, on a à peu près fait le tour des questions et on arrive Bon, de toute façon, à l'heure, tout ça ne s'arrête pas là. Si vous avez encore des questions précises, n'hésitez pas à nous les envoyer. Si on ne sait pas y répondre directement, on transférera à des gens plus compétents que nous sur le sujet, à des experts. Pour les experts qui sont encore avec nous, donc je vous le répète, faites-vous connaître auprès de nos services, qu'on puisse vous identifier. Et puis voilà, vous identifier, c'est très simple, hein, parce qu'on aura des questions des gens qui nous suivent aussi aujourd'hui, de savoir qui peut m'accompagner. Donc comme ça, vous nous amenez une partie de la réponse et c'est parfait. Voilà, et ben écoutez, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que, alors il était un peu plus brouillon, hein, parce que voilà, c'était pas une présentation très théorique des choses, mais on voulait, même s'il était un peu plus brouillon, pouvoir amener des réponses à vos questions. On n'aura peut-être pas répondu à tout, peut-être pas assez de manière précise, donc revenez vers nous, on essaiera de creuser. Voilà, il y a beaucoup de ressources hein, qui existent aussi à droite et à gauche. La foire aux questions sur le site Opérate qui s'enrichit de plus en plus et normalement il y a un guide d'accompagnement que Monsieur Leroux du ministère nous a affirmé qui serait bientôt mis en ligne. Et chose dont on n'a pas parlé avec Vianney, c'est qu'a priori l'État a prévu des MOOC, donc des formations en ligne pour pouvoir vous familiariser avec le décret tertiaire. Alors par contre, j'ai pas la date de mise en place de ces MOOC, mais bon, voilà les infos qu'on a eues il y a une dizaine de jours à peine sur le sujet du décret tertiaire. Voilà, je vous dis au revoir. Pour certains d'entre vous, à très bientôt, soit dans nos clubs énergie, soit sur nos prochains webinaires techniques ou à l'occasion d'une visite énergie. N'hésitez pas à aller consulter nos prestations sur le site de la CCI Grand Est. Hein, on est toute une équipe hein, pour vous accompagner sur le développement durable, que ce soit en énergie, en éco-conception, achat durable, gestion des déchets. Voilà, on est là à votre service en partenariat avec l'ADEME et la région. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.